Fou du volant, saison 1, épisode 2. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Grand Prix de Hongrie. C'était un chouette week-end et on va en débattre. Avec, à mes côtés, Thomas, comment ça va? Ça va, très bien, et vous? Ah bah ça va super, merci à toi. À mes côtés à présent, Sofiane, comment ça va? Ça va, c'était un bon week-end. Oui, tout à fait. Même si, bon, Max, deuxième, on va en parler. Ouais, on va en parler, on va en parler. Bon, très bien. Et puis, à mes côtés également, un nouveau dans l'équipe. Naël, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. Alors, comme tu es nouveau, je vais te demander, comme au premier épisode, quel est ton pilote préféré, depuis quand tu regardes la Formule 1 et si tu as un moment en particulier? Pilote préféré, Hamilton. C'est une notoriété publique. Je regarde la Formule 1 depuis pas mal de temps. J'ai pas de date, mais je pense depuis au moins plus de 10 ans. Et Ouais. à un moment, je dirais, ouais, j'en ai plusieurs, mais forcément le Grand Prix du Brésil 2008. Ah oui, Euh, oui, oui. Forcément. Et puis, Ok. ouais, je pense que c'était le Grand Prix du Brésil, ouais, clairement. Ouais, c'est vrai que c'était un chouette souvenir. Je suis tout à fait Ouais, d'accord avec toi d'ailleurs. Et puis, je te souhaite la bienvenue dans l'équipe. merci. Bon, alors, au sommaire de cette vidéo, alors, on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie, avec les qualifications, la course, comme à notre habitude. Ensuite, on enchaînera avec le point rétro, donc nouvelle rubrique qui sera consacrée aux stratégies dans l'histoire de la Formule 1. Quelles sont les stratégies les plus réussies? On va en débattre un petit peu en vue de ce qui s'est passé ce week-end. Et puis, on terminera avec le hot lap sur Lewis Hamilton. Jusqu'où peut-il aller? C'est la question à laquelle on va répondre, mais tout de suite, on va passer au Grand Prix de Hongrie. Jingle! Le Grand Prix de Hongrie, c'était ce week-end sur le circuit du Hungaroring. Et c'était un week-end plutôt amusant, plutôt sympathique. On va en parler avec de la stratégie et puis surtout des qualifications qu'on a appréciées. Une pole position, la première pour Max Verstappen. Voilà, Red Bull qui signe sa première pole position de l'année, la première du moteur Honda depuis plus de 12 ans quand même. La dernière remonte à Jenson Button justement sur Honda en Australie 2006. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces qualifications? C'est vrai que c'était très serré. 18 millièmes de seconde entre Max Verstappen et Valtteri Bottas. Dites-moi un petit peu vos avis sur cette séance de qualification. Je vais te lancer Thomas. Grand Verstappen, notamment dans le dernier secteur, parce que je pense que la Mercedes était un peu plus rapide et il a fait un dernier secteur énorme. Bottas n'a rien repris dessus, donc vraiment il a été très fort. Même si la Red Bull s'était rapprochée, je ne pensais pas qu'il était capable de devancer les deux Mercedes et de jouer la pole. Donc deuxième grosse perf en 6 jours. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment très serré, justement. Alors, on voit que les Mercedes sont très proches, hein, 18 millièmes de seconde, et puis Hamilton, 1 dixième. Par contre, les Ferrari, grande déception de cette séance de qualification, hein, 5 dixièmes de seconde. Qu'est-ce que vous en pensez des Ferrari, là, sur ces tours de chrono? Pas de surprise. Ouais, pas de sûr. Enfin, comme on l'avait dit pour la preview du Grand Prix de Hongrie, donc la semaine dernière, ben, pas de surprise. Enfin, on savait qu'elles allaient être derrière Verstappen et les Mercedes. Enfin, ce qui peut étonner, c'est quand même qu'il y ait 5 dixièmes, mais bon. Elles n'ont Ouais, pas fait leur retard. En fait, ils sont dans un mauvais cycle, les Ferrari. C'est indéniable. Et du coup, forcément, quand quelque chose va pas pendant un Grand Prix, deux Grands Prix, trois Grands Prix, ça a comme ça s'effondrer. Et on l'a vu même avec l'accident de Leclerc. On a vu des images, ils ont rafistolé ça avec du scotch. Mm. On voit clairement que ça pouvait pas aller et que forcément, ils pouvaient pas être dans le rythme des Mercedes qui explosent tout, qui sont très professionnels. Et surtout, faut tirer notre chapeau à Red Bull parce que on sait que ils ont beaucoup travaillé avec Honda et je me rappelle de Christian Horner qui avait dit que ils allaient travailler après avoir trouvé du rythme de course sur le mode qualif et bah au final ils ont tenu leur promesse et ils ont vraiment bossé sur leur qualif et ça s'est vu directement ce week-end.
Bah, pour Ferrari, on se demande s'il faut pas mieux se concentrer directement sur 2020. Enfin, il y a Spa et Monza, ils vont peut-être avoir leur dernière chance de victoire de la saison, mais franchement, je serais eux, je tournerais déjà la page 2020. J'aurais même fait avant, mais Bah, ils sont Mais tellement il y a, loin. il y a quand même une deuxième place au championnat constructeur à préserver. Bon, ok, ils se battent contre un seul homme, mais bon. Pas Si, d'importance la deuxième place. mais après, la deuxième place, c'est bien, mais je pense qu'il faut déjà commencer à taffer sur la voiture de l'année prochaine parce que autant tu peux faire, quand t'es Ferrari, une mauvaise saison. Ils en ont déjà fait plusieurs ces dernières années, mais quand tu vas en faire deux d'affilée, très mauvaises, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire avec les tifosi, etc., ça risque. Ouais, pas faux, mais même, enfin, je sais pas, après, en termes de réputation, quand t'es Ferrari et que tu te fais, enfin, t'es Ferrari, t'es une des plus grosses marques auto, et tu te fais dépasser par une marque qui vend des canettes, c'est pas. Ah, c'est Voilà, enfin, compliqué. Après, c'est, ils ont déjà connu ça en 2014, et ça, oui, c'est dans ces moments-là qu'il faut rebondir. T'as une voiture qui est mauvaise, ils le savent depuis déjà pas mal de temps, et dans ces moments-là, il faut juste se dire, voilà, on tire un trait sur cette saison-là, on apprend des erreurs du passé, et on va chercher surtout le 2021 où là, ça va compter le travail en amont. Bah, on a ouais, mais le l'impression de problème, retrouver c'est que ça chez fait. Ferrari. On a l'impression de retrouver chez Ferrari le cycle avant Schumacher, quand ça faisait 20 ans qu'ils attendaient le titre. Ça fait plusieurs années qu'ils enchaînent les bourdes ou les voitures pas ratées parfois, moyennes, ou quand ils ont une très bonne voiture, ils font des bourdes, donc ils apprennent pas trop quand même. C'est vrai. Bah, après, on dit ça en Hongrie, mais bon, enfin, ils vont, ils vont, ils vont bien performer à Spa et à Monza, donc, et peut-être dans plusieurs circuits dans la deuxième partie de saison, mais bon, Mais enfin, on en pas. en Ouais. réalité, si on regarde bien, leur voiture, elle est pas si mauvaise. Je pense que ça se joue pas à grand chose. On sait déjà qu'ils ont le meilleur moteur. Et en ligne droite, ils sont les meilleurs. Et on voit, par exemple, au Canada, que quand tous les éléments sont mis à leur place, au final, ils sont capables d'aller chercher la pole position. Donc, déjà l'année dernière, ils avaient une voiture très compétitive. Et je pense qu'en réalité, ça se joue pas à grand chose. Les réglages sur lesquels ils doivent travailler, je pense qu'ils devraient faire comme Red Bull et avoir une voiture plus inclinée. Et peut-être qu'au final, ça se joue à pas grand-chose, mais je pense qu'ils doivent déjà se mettre au travail sur 2020, essayer de sauver les pots cassés pour cette saison, essayer de voir à Spa ou à Monza s'ils peuvent faire des choses, et puis faire comprendre aux gens que voilà, cette saison-là, ils ont raté leur projet et que l'année prochaine, et surtout en 2021, ils réussiront à faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que oui, je vous rejoins un petit peu sur ces avis-là. Euh, du coup, on voit que le moteur Honda, il fonctionne à merveille. Est-ce qu'ils ont encore besoin de développer le moteur pour peut-être se rapprocher de Mercedes encore plus et obtenir plus de pole position justement? Toujours développer Bah, le clairement, moteur. enfin, bah, enfin, vraiment, c'est déjà pas forcément enfin, en qualification aussi, mais c'est aussi en course. Euh, Ouais, quand t'écoutes les radios de Verstappen qui demande plus de puissance alors que son ingénieur de course lui répond ouais, mais t'as déjà toute la puissance. C'est pas. Enfin, il y a besoin aussi, il y a besoin, donc ouais, il faut absolument qu'ils continuent à travailler. Ils ont bien réduit l'écart et il faut que ça continue, quoi. Sinon Bah, ils vont rester derrière. c'est encourageant, surtout quand on regarde les dernières années, surtout avec McLaren, on voit qu'il y a eu une énorme progression et qu'on voit surtout que Red Bull s'est pas trompé en allant chez Honda. Et probablement ça peut devenir un des meilleurs moteurs du plateau. Après voilà, on sait que Mercedes a encore beaucoup d'avance dans les hybrides, mais je pense qu'en travaillant surtout sur la fiabilité du moteur, ils sont capables d'aller chercher les meilleurs. Bah, je pense que si on fait une hiérarchie des moteurs, Honda, ils sont en termes de puissance, ils sont presque quasiment égal à Mercedes, mais derrière Ferrari. Et je pense qu'en termes de fiabilité, à l'inverse, ils sont devant Ferrari, mais derrière Mercedes. Donc finalement, ça se tient. Il y a juste Renault qui est à la rue. Exactement. ouais, c'est vrai. Moi, je peux Bon. pas dire mieux. Ah, après Renault à la rue, si on regarde au final les McLaren, ils ont quand même réussi à tenir le rythme de course parfois de certaines voitures quand même, c'est assez impressionnant. Mais je pense surtout que c'est l'écurie Renault qui est plutôt à la rue, leur moteur est pas si mauvais dans un bon châssis. Ouais, mais ils viennent seulement de passer les 1000 chevaux. C'est Ouais, Ferrari, c'est vrai. Mercedes et Honda, ça fait longtemps qu'ils les ont passés. Après, ils ont une belle avance, Mercedes et Ferrari. Par contre, Renault, ils ont loupé leur qualification. Ça, c'est dommage, tu vois. Quand on voit Daniel Ricciardo aussi loin sur la grille, ça fait un peu mal, tu vois. Le Ouais, mais châssis est mauvais. Bah ouais. c'était. Non. Par rapport. Non, c'était pas. Il s'est fait gêner par.
Ah oui, c'est vrai. par Ah oui, Perez. oui, Par Pérez, Perez, c'est non? pas Pérez. Ouais, c'est Justement, je crois Perez. que Si, c'est si, Pérez. c'est Ouais. Perez. Si Après, ça lui a baissé Et, en tour, oui. forcément, il est énervé, etc. Et ça se comprend. Et peut-être il aurait pu passer en Q2, mais c'est une dynamique qui est mauvaise dans l'écurie Renault. Et même en passant en Q2, il n'aurait pas été loin. clairement, enfin. Et puis, Hülkenberg, il est combien? Je sais plus. Il est Il Il a dit est 11e. quelques 11e, je crois. Oui. 11e, ouais, bon. 11e, Encore, 18e, c'est enfin. lundi. Oui. Bah, de toute C'est façon, lundi. Onzième. l'écurie Renault cette année, enfin, ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils jouaient clairement la quatrième place. C'était encourageant l'année dernière, et je pense que leur voiture, elle est juste pas au niveau des voitures d'au-dessus, quoi. Et surtout pour Ricardo, il y a eu des erreurs de sa part, il y a beaucoup d'erreurs de l'écurie, mais au final, ça fait un mauvais mélange, et je pense que là, ils vont couler jusqu'à la fin de saison. Bah après, c'est un cercle vicieux et je pense pas non plus qu'en plus, à Pitbull, ça soit le patron génial qui va redresser l'écurie, mais bon, C'est ça, même c'est lui autre qui l'a chose. fait. C'est même lui qui l'a fait plonger. Enfin, je sais pas, mais. Oui. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, alors, on a parlé des qualifications. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus ou on passe directement à la course? Juste Euh, sur Gasly, je pense qu'on peut Ouais. juste dire que Ah oui, encore une fois, oui, Pierre Gasly, oui. il Exact. finit à une seconde de son coéquipier, alors que bah, visiblement il a eu les mêmes améliorations 8 sur le dixièmes. moteur. Donc forcément Ah c'est ouais, encore une 8 fois dixièmes, décent. ouais. C'est vrai. Ouais, bah non, mais après. c'est du. Enfin, pardon. C'est. C'est du pilotage. Quand tu vois secteur par secteur, que premier secteur il est à 2 dixièmes, puis deuxième secteur il est à 3 dixièmes, puis dernier secteur il est à 3 dixièmes. Enfin, il est tout le temps à 3 dixièmes, il est jamais. Même dans un même secteur, il est jamais au niveau de Max. Enfin, c'est vraiment Non, inquiétant et. il y a Et il y a un différence de talent, mais en plus, c'est pareil, c'est un cercle vicieux aussi, je peux dire. Après Silverstone, s'il avait enchaîné sur des bonnes perfs à Hockenheim, je pense qu'il aurait eu un peu plus de confiance, ça aurait été un peu mieux. Là, il est retombé et du coup, bah voilà. Et Horner, on l'a vu pour la première fois aujourd'hui, il s'est énervé sur les performances de Gasly. bref, normal, Ah, normal. ça sent vraiment pas bon pour lui en fin de saison. Et, et surtout que là, vu que maintenant la Red Bull est bien mieux et presque au niveau des Mercedes et Ferrari, même au niveau, ça va devenir encore plus gênant parce que les écarts avec Verstappen vont s'accroître, quoi. Ouais, tout à fait. Exactement. Alors, Puis si on peut parler aussi oui, de vas-y. Excuse-moi. Ouais, mention honorable encore une fois pour McLaren, vraiment, enfin, ils font que m'étonner en fait, c'est incroyable. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi forts en qualification, alors que leur point faible c'était les virages lents et moyens, et vraiment, ben, encore, ils ont trouvé la solution, et incroyable, enfin, ils sont incroyables, il n'y a pas les mots en fait. Bah, il se progression Pas, continue. Hein. ouais, voilà, c'est ça, et ils sont encore loin en rythme de course des trois de devant, mais c'est vraiment encourageant et à voir ce qu'ils peuvent faire en 2020 et Et, 2021. et surtout, le fait de garder le même duo de pilotes l'an prochain, ça veut dire qu'ils ont gardé une certaine stabilité. Je pense que la progression, très rapidement, ils vont se détacher du reste du peloton. Genre, ça va être McLaren quatrième force. Et après, leur objectif, enfin, l'est déjà, mais vraiment, ça va être vraiment net. Et je pense qu'après, leur objectif, ça va être d'aller chercher la troisième place, de revenir là où ils auraient jamais dû cesser d'être, en fait. Mm. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font et Après, on ça fait espère juste plaisir. qu'ils vont pas plonger comme As, parce qu'on se rappelle As l'année dernière, ils ont une bonne voiture, une bonne dynamique, même si les pilotes sont pas les meilleurs, ils tiennent la route, ils finissent juste derrière Renault, et on se dit qu'ils sont sur une bonne dynamique, et au final, ils plongent cette saison. Donc, on espère que la voiture de l'année prochaine sera pas ratée, mais on compte sur eux, ils ont un sacré bon budget. Mais je Oui, pense pas parce que justement, ils ont ICE déjà qui construisent leur châssis. As, c'est pas vraiment le cas. Donc déjà, ça va aider. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont fait cette année. puis c'est McLaren, ils ont une puissance financière que As Ouais, n'a pas c'est vrai, ça. et puis ils ont un savoir-faire aussi que As n'a pas. Enfin, As, ben, comme Thomas l'a dit, c'est Dallara qui font le châssis, donc c'est pas comparé à McLaren. C'est pas pareil. Donc, je suis moins inquiet concernant McLaren pour l'année prochaine que As.
En tout cas, on peut les féliciter et puis on leur souhaite de meilleures séances de qualification pour les prochaines épreuves, c'est-à-dire Spa, Monza. Vous pensez que d'ailleurs McLaren peut euh, peut-être se qualifier, je dirais, entre la troisième et sixième place pour pour la fin de Ça va saison? être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même. Après, ça dépend de si Ferrari lâche totalement la voiture. Est-ce que McLaren va continuer à progresser? Je pense pas. Enfin, ils vont être souvent maintenant entre 5 et 8, je pense. Ah oui. Après, Mais, ils ont une chance, c'est que Gasly est parfois très mauvais, et ce mm, qui fait qu'ils peuvent aller gratter la sixième place. Mais il faudrait quand même des grosses erreurs des trois top teams pour aller chercher des bonnes places. déjà, euh, Honda va ramener sa spec 4 à Monza, donc ça va être compliqué par rapport à Red Bull. Mercedes, ils vont continuer leur développement. Et ouais, mais comme vous l'avez dit, si Ferrari lâche complètement le développement et la voiture, peut-être qu'ils pourront aller chercher, ils pourront être devant une Ferrari au moins, enfin je sais pas, mais à voir, mais pas, j'y crois pas trop. 3 et 4 j'y crois pas trop. 5 pourquoi pas. Et Sainz ou Norris, ils seront toujours 6 devant Gasly. Enfin, j'ai jeté l'éponge, moi, j'y crois pas. Mais de toute façon, leur objectif à McLaren, c'est pas d'être devant les trois top teams, c'est d'être pour le moment la Exact. quatrième force du Ah championnat, oui, être clairement. bien installé à ce poste-là, et peut-être pour Sainz d'aller chercher Gasly au championnat. Ah ben, Même ça va vous être verrez. compliqué. Même si Gasly est mauvais, ça va être compliqué même ça, quand même, je pense. Ah ouais, t'es sûr? Ah, vraiment, Parce moi, que la voiture, la Red Bull va être tellement au-dessus de la McLaren que même en étant mauvais, Gasly, regarde, il devance quand même une McLaren. Je pense que sur des circuits un peu plus faciles, ça va être compliqué quand même. Mais bon, on verra. Bon, on verra bien. tout dépend, tout dépend de comment Gasly change son approche, en fait. Parce que ben, quand il est dans le peloton, vraiment, c'est incroyable comment il s'écrase, il tente rien, il est pas agressif. Donc à voir ce que ça va donner, mais je sais pas, j'ai jeté l'éponge sur Gasly, moi. 25 tours à dépasser une voiture plus lente que toi. C'est pas Ouais, possible. c'est ça, quoi. On dirait qu'il réalise pas la voiture qu'il a, la puissance. Si tu regardes un Verstappen, quand ça lui est déjà arrivé l'année dernière notamment d'être au fond du peloton, bah, immédiatement il revient quoi. Je veux dire, premier virage, deuxième virage, hop, il revient sur les voitures, deux trois coups de DRS et c'est fini quoi. Lui, Ah, c'est ça. Gasly, quand il se retrouve dans le peloton, ce qui lui arrive à toutes les courses, parce qu'avec les arrêts etc. Bah, on dirait qu'il a du mal à dépasser les voitures quoi, alors que il a largement plus de puissance et puis la voiture est bien meilleure que les autres. Dernière, il finissait le Grand Prix d'Hongrie 6ème à un tour avec une Toro Rosso. Cette année, il finit 6ème à un tour avec une Red Bull. Il s'est écrasé en allant dans un top team. Je pense pas que ça soit un mauvais pilote, mais il s'est écrasé en allant dans un top team. Mais peut-être qu'il était pas assez près de subir la pression de Horner, Marco. Puis aussi, quand t'es le coéquipier de Max, c'est c'est vraiment compliqué psychologiquement, je pense. Parce que déjà, ben, c'est Red Bull, c'est Verstappen Team. Déjà, ça, c'est compliqué Peut-être à gérer. Et peut-être qu'il après, était pas ben, assez prêt aussi, ouais. Ouais. Parce que ouais, l'année dernière, il devait pas aller, cette année, il devait pas se retrouver chez Red Bull. C'est le départ forcé de Ricciardo qui l'a obligé à promouvoir Gasly. ah Ouais, oui, c'est oui, clair. non mais Et à ce moment-là, ils étaient un peu bloqués au final quand ils ont perdu Ricardo, ils savaient plus vraiment qui prendre. Et je pense pas que Gasly c'était vraiment leur choix numéro un. Mais c'est juste qu'ils avaient pas grand monde. c'était le choix par défaut Ouais. et ben on voit bien que c'était vraiment un choix par défaut et que c'était pas le choix numéro un quoi. Alors, du coup, je vois que vous commencez à parler des rythmes de course. C'est pour ça que on va parler de la course justement. Et bon, quel Grand Prix on a vécu, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu? C'était pas une purge. C'est pas non plus le Grand Prix extraordinaire, mais c'était un bon Grand Prix. Je veux dire, par rapport à la moyenne des Grands Prix d'Hongrie, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai. En plus, on est sur une série de bons Grands Prix finalement depuis le mois de juin, je dirais. Depuis le Grand Prix de C'est France. c'est encourageant, mais surtout qu'on a les commissaires qui laissent beaucoup plus l'action en course. On a beaucoup moins de pénalités à chaque petit touche entre les pilotes. Donc c'est cool. Et puis voilà, on a Verstappen qui vient gratter les Mercedes. Et heureusement qu'il est là parce que sinon on aurait eu encore une fois, je pense, ce week-end une large domination des Mercedes. Bah, Non justement, mais en parlant de. Oui, vas-y. là, pardon, ouais, là s'il y a pas Verstappen, on a Hamilton 1,
Bottas 2, peut-être. Ouais. Bon, allez, Bottas On aurait 2 un petit combat entre les deux, je pense. Bottas 2 non, non, Bottas 2 à 20 secondes et les Ferrari à 1 minute. Fin. Bon, Bah, Ouais, la peur que j'avais au départ de ce Grand Prix, c'était que les deux Mercedes, que Hamilton prennent un meilleur départ que Verstappen, qu'ils se retrouvent 1 et 2, et que c'est derrière, il fait bouchon Bottas et que le Grand Prix est terminé, en fait. ouais, d'ailleurs, en ouais. parlant de départ, Honda, ils ont changé enfin, en fait, en Allemagne, c'était un problème de cartographie moteur et ça a été réglé. Donc, enfin, on a vu ça, ça a été réglé. Mais je vais revenir à Gasly, mais par rapport à Verstappen, il a encore pris un mauvais départ. Enfin, Ouais. et Moins 3 places. il se fait doubler par Kimi par l'extérieur au virage 1, 2. 2, ouais. Non, Ouais, c'est pas le vrai. virage 1, mais le virage 2. Ouais, je crois que c'est ça le virage 2. Mais Ouais, au final, sur les derniers Grands Prix, on pouvait dire que c'était la Red Bull parce que même Verstappen prenait des très mauvais départs. Mais là, avec le départ bon, même excellent de Verstappen, Excellent, là, j'aurais Gasly pas dit ça, mais bon, ouais. au final, il tient les Mercedes qui sont connus pour cette saison avoir des excellents départs. Donc, c'est une très belle progression par rapport à Hockenheim et Silverstone. Alors justement, en parlant du départ, là on va parler d'un petit cas qui s'est passé au départ, c'est Valtteri Bottas qui d'abord d'un côté va essayer de se battre rapidement avec son coéquipier Lewis Hamilton et puis ensuite petit contact avec Charles Leclerc et la perte de son aileron, ce qui fait qu'au 6e tour il va décider enfin de changer d'aileron et de partir avec des pneus durs avec lesquels il va rester jusqu'à la fin de la course justement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette action, de ce qui s'est passé? Bah, déjà par rapport à Hamilton, je pense que il sait que s'il veut avoir une chance de gagner le Grand Prix, il est obligé de rester devant Hamilton. Hamilton lui fait l'extérieur, se retrouve mal placé. Du coup, les Ferrari en profitent. Après, les petits contacts, je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose. Pour le coup, c'est pas de peau. Mais après, quand tu te retrouves dans le peloton en Hongrie dernier, et en plus, on sait que la Mercedes aime pas toujours être dans le peloton, bah, tout de suite, ça lui ruine sa course. Tout de suite, au bout d'un tour, c'était fini. Ouais. ouais, clairement. Enfin, il a, enfin, j'ai pas envie de dire pas de chance, mais c'est quasiment ça parce que Hamilton aussi, il peut crever dans l'histoire et il crève pas. Leclerc Enfin, aussi. ouais, ouais, Après, Leclerc, ben, ça faut fait parler faut le. parler de Leclerc aussi. Enfin, je sais pas, mais son mouvement sur Bottas, c'était Bah, franchement limite. il a tenté un truc très risqué quand même, parce que passer par l'extérieur là, c'était compliqué. Et le petit coup de volant, enfin, si c'était Verstappen ou Magnussen, c'était crash enfin, bref. Heureusement que c'était Après, Bottas parce que, ils sont désespérés un peu, les Ferrari, ils sont obligés de tenter sur les départs parce que on l'a vu plein de fois cette saison et la saison dernière. Une fois que les Mercedes sont partis et qu'au bout d'un tour ils commencent à prendre de l'avance, ça y est, on ah sait oui, tous que c'est. oui, oui. C'était leur seule chance de briller, prendre un bon départ. Après, pour en revenir aux Mercedes, je pense que bon, on a eu du spectacle, etc. C'était cool et au final, il n'y a pas eu trop d'impact, surtout pour Hamilton. Mais moi, je suis le directeur de Mercedes. Je prends une consigne d'équipe parce que là, au final, les deux, ils sont pas mal sabotés au lieu de jouer ensemble pour aller chercher Verstappen. Et au final, ça aurait pu être encore plus dangereux et ils auraient pu donner encore plus d'avance à Verstappen. Et je pense que vouloir se faire la guerre à deux à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure chose. Bah après, je crois pas que ça soit trop Hamilton qui lui pète l'aileron comme on pensait au départ, mais plutôt Leclerc, de ce que j'ai compris. Ouais, Mais apparemment c'est Leclerc, ouais. ouais. Mais si tu regardes, tu vois Verstappen qui prend un excellent départ et qui est dans sa course, qui va faire son truc, et tu vois les deux en train d'essayer de se doubler, qui perdent du temps sur Verstappen. Moi, j'aurais tenté vraiment sur Verstappen, pas penser à la guerre entre les deux, quoi. Bon, après, c'est un départ, je veux dire, ça peut arriver, je veux dire. Mais bon, Ouais, disons que ça ruine la stratégie à 2 contre 1, parce que je pense que Mercedes avait prévu de faire ça. ouais, Oui, ils avaient prévu de faire ça et je pense que ça les a handicapés pour la première partie de la course de pas avoir Bottas derrière qui puisse embêter Verstappen au niveau de la stratégie. Et voilà. Bah oui, hein, exactement. Bon après, bon, finalement, Bottas il commence à monter, ça remonter pardon, à partir du 15e tour, puisqu'il recommence à dépasser Stroll, il essaye George Russell. Il a un peu galéré quand même hein, pour revenir vers les points. Bah, c'est pas simple déjà, c'est pas simple de dépasser sur circuit.
Ouais, c'est Et vrai. puis, comme on l'a dit, la Mercedes dans le peloton, c'est pas évident. Après, il dépasse on va dire, les pilotes faciles à dépasser, qui ont des pneus usés. Voilà, il fait son taf minimal. Je crois d'ailleurs que Ah, quand il essaye de dépasser Stroll, il galère un peu, hein. Gros freinage ouais. au turn one. Vite. Après, forcément, ça pose des questions, surtout que on sait que voilà, il y a voilà avec Ocon potentiellement qui pourrait prendre son siège. On sait qu'il est sur un siège éjectable en ce moment, et c'est vrai que de le voir comme ça dans le peloton en train de galérer à revenir au contact des meilleurs, bah forcément, ça donne pas une bonne image. Surtout quand on se rappelle d'Hamilton ou de Verstappen quand ils ont connu une situation, Hamilton l'année dernière à Silverstone notamment, c'est pas le même circuit effectivement, mais tu vois les mecs, ils remontent beaucoup plus facilement les voitures de milieu de peloton. Donc forcément, ça va poser des questions sur sa performance, ce qu'il est capable de faire et s'il est à sa place chez Mercedes. Quoi. Après, fallait pas son truc, c'était surtout, fallait pas faire de bêtises. Ouais, c'est sûr, il a une pression sur les épaules. Mais je veux dire, devant lui, il y a quand même Gasly, il y a quand même Sainz, il y a quand même Raikkonen. Je veux dire, ça reste une Mercedes. Quoi. Ouais. C'est pas un bon Grand Prix de sa part, hein, on va pas se cacher non plus. Ouais, bien sûr que non. Bah, franchement, j'aurais pensé qu'il allait remonter beaucoup plus facilement et qu'il allait Ouais. faire pas. C'est à la radio Mercedes, on lui a dit ton but c'est de faire 6. J'ai fait 9. Ouais. C'est. Enfin, Mais bah, parce que c'est il termine 8, je crois. bah ouais, c'est Ouais. ça, il finit huitième, mais surtout sur les dernières saisons, la plupart des voitures des 3 top teams, au final, dès qu'elles se retrouvent dans le peloton, on les voit remonter avec une telle facilité que, surtout avec le DRS, on les voit remonter tellement facilement que ça nous choque presque de voir une voiture de top team galérer Ouais. comme ça. Tant mieux aussi pour, on va dire, les écarts entre écuries. Les écuries, si une voiture de top team arrive un peu à galérer dans le peloton. Ouais, bien sûr, mais après, c'est pas ça qui va donner des chances de victoire aux petites équipes. Alors, on va parler un petit peu des batailles qui se sont passées durant ce Grand Prix. Je pense surtout au Toro Rosso. On a vu un plan avec Daniel Ricciardo, hein, qui était plutôt fun à voir. Et puis aussi Kevin Magnussen, qui était un petit peu musclé durant ce Grand Prix. J'aimerais savoir votre avis dessus. Magnussen, on va dire qu'il apprend pas de ses erreurs, mais finalement il n'est pas encouragé par Gunther Steiner et par la FIA qui ne disent rien à son sujet. Donc finalement il continue. Hein. Magnussen il enfonce As et lui, son image, sa carrière finalement, son cas s'aggrave Grand Prix après Grand Prix. Bah, c'est ça en fait. Enfin, qui voudra prendre un Magnussen quand son contrat va se terminer? Enfin, je comprends pas. Il réfléchit pas. Il fait du Magnussen en fait. Et c'est dommage pour As, enfin, parce que il y a que Grosjean qui développe la voiture déjà. Donc c'est déjà développer une voiture avec un seul pilote, c'est compliqué. Surtout Puis que quand c'est deux Grosjean, pilotes, il a la voiture de Melbourne, ouais, comparé C'est en vrai. plus, Qui en marche mieux, plus avec parfois. en plus avec ces problèmes-là, c'est vraiment compliqué. Puis en plus, si les deux pilotes, comme à Silverstone, ils commencent à se battre en piste et à se mettre dehors, ils sont dans une impasse là. Et faut vraiment que Steiner dise à Magnussen, stop, tu fais du mal à l'image de l'équipe, à ton image, à toi, et faut qu'il arrête quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, ils ont donné des consignes d'ailleurs durant le Grand Prix, mais Ah de oui, toute façon, ils sont mal barrés. Hein. ah Et- oui, enfin, c'est Grosjean qui laisse passer Magnussen parce qu'ils étaient sur différentes stratégies. Mais de toute façon, l'écurie A, ils jouent plus rien au championnat et je pense que c'est ridicule de la part de Magnussen d'essayer de bloquer comme ça. Moi, je pense que leur objectif pour les prochaines courses, ça devrait essayer de finir les courses déjà et d'essayer de faire bonne impression, en tout cas d'essayer de gratter quelques. Mais de toute façon, ils iront plus chercher grand chose cette saison et l'objectif, c'est surtout de développer pour l'année prochaine et j'espère pour Magnussen et j'espère pour la F1 que c'est peut-être sa dernière saison en Formule 1 et je pense qu'il faut du renouvellement dans cette écurie. Tout Que ce soit rasé, je pense Grosjean même. ou Magnussen. Ouais, clairement, il faut repartir d'une feuille blanche et je pense que les pilotes sont arrivés à la fin d'un cycle. Grosjean, je pense que il est, voilà, ça y est, il est fini pour la Formule 1, je pense. Et Magnussen, il est capable de faire pas des
pas si De bonnes mauvaise perfs prestation, parfois. notamment on se rappelle en Autriche, en qualif, etc. Mais clairement, c'est pas un bon pilote dans la durée, quoi. On se rappelle chez McLaren, c'est pas bon. Ah ouais, ouais. C'est performance aussi. Par rapport Après, aux autres. après Magnussen, comparé, enfin, Magnussen, il amène de l'argent aussi. Enfin, Ouais, c'est ça peut vrai. être, Bah, c'est pour ça qu'il reste. ça peut être intéressant pour, je sais pas, pour, je veux pas dire Williams parce que, je sais pas, mais ça peut être intéressant pour une équipe de l'avoir. Et enfin, on parle, mais enfin, il est quand même rapide, il fait des bonnes perfs, mais le problème c'est que il est vraiment trop irrégulier. C'est un bon pilote pour Racing Dollar F1 Team. D'ailleurs, Voilà, c'est ça. transition sur l'écurie As. La course ratée, malheureusement, de Romain Grosjean, qui malheureusement Bah, abandonne au 52e tour, alors qu'il il était avait dit, Ouais, P9, il je avait crois. dit que son rythme serait difficile. Ouais, Il avait dit que son rythme de course serait difficile. Donc voilà. il abandonne pour un problème de pression d'eau. oui, Donc, exact. ben, Soi-disant. Parce ouais, qu'il oui, mais abandonne. enfin, c'est soi-disant pour qu'il puisse changer des pièces pour le prochain Ouais, Grand Prix c'est possible. sans prendre de pénalité. Bah, de toute façon, Enfin, c'est, il commence 9e, on va dire, c'est encourageant. C'est un Et au miracle. final, il s'effondre. Et donc, forcément, à ce moment-là, Il s'est retrouvé 16e après les premiers arrêts, je crois. ouais, mais Non, après, mais clairement. c'est ça le problème de commencer 9ème, de partir en soft, alors que derrière, t'as le 11ème, il est en médium, et tu sais très bien que c'est 99% mieux, du temps mieux de partir 11ème en médium que 9ème en soft. Donc, Tu peux même ça le partir fait. 9e. Tu peux même partir Ouais. 9e en médium, sachant que tu sais très bien qu'il ira pas chercher les 6 premières places en qualif. Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu peux pas te qualifier 9ème en Q3 avec des médiums quand tu t'appelles Romain Bah, Grosjean. 10e. C'est pareil. Mais bon, ouais, Non, mais c'est. enfin, après, pourquoi pas, mais bon, je sais pas. C'est un point stratégique à revoir pour, ben, pour tout le monde parce que ça même, et aussi pas, je rebondis sur ça, c'est vraiment bien c'est vraiment énorme ce que fait, c'est Raikkonen aussi par 8ème en soft. Je pensais qu'il allait se faire complètement, Qui allait s'effondrer. ouais, je pensais qu'il allait s'effondrer complètement, et non, Il vraiment, part enfin, 10e, Raikkonen. il Et part. Raikkonen, c'est pas surprenant, il a l'expérience, il sait gérer une course. Je veux dire, le mec, il prépare la course, prépare pas les qualifs. Ah oui, clairement, c'est ça, mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est C'est un Raikkonen, pilote comme Raikkonen qui manque à As. Un mec qui sait développer la voiture. et qui a l'expérience de pas, et qui sait ramener la voiture à la maison, et Il ouais, dépend. c'est ça en fait. Et Bah, c'est ce que gros. Raikkonen, c'est un pilote qui, si tu le mets dans une bonne voiture, il est encore capable, sur certaines courses très rares, mais sur certaines courses, d'aller chercher la victoire. Donc forcément, quand tu compares avec un Grosjean qui, même dans ses plus grands rêves, ne pourra pas chercher de victoire, forcément, il y a un écart énorme. Mais de toute façon, je pense que les As, ils ont plus grand chose à jouer. Et là, clairement, ils ont choisi la mauvaise saison pour s'effondrer, surtout avec le retour de McLaren, avec Alfa Romeo qui arrive à tenir le rythme avec leur moteur Ferrari. Clairement, C'est l'avant-dernière écurie du plateau. ouais, voilà, ça va être très très compliqué pour eux dans l'avenir. Bon, en tout cas, on souhaite à As de rebondir, hein. Ça peut arriver de rebondir. Bon, peut-être pas cette saison, mais bon, la saison prochaine peut-être. Il y a encore du développement à faire. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais bon, enfin, ça va vraiment être compliqué. Déjà, je pense qu'il va falloir changer au moins un des deux pilotes, si ce n'est les Les deux. deux. Ouais, les deux, parce que vraiment, ça arrive à bout de souffle, Je sais même pas en plus, je sais même pas qui vont prendre en plus. Peut-être même changer Steiner aussi. ah, je sais pas. Bah après, Mais je pense que une bonne stratégie à faire, ça serait de jouer sur l'avenir, commencer à travailler sur 2021, peut-être prendre des pilotes de Formule 2, des jeunes, miser sur la jeunesse au lieu d'avoir des pilotes expérimentés comme ils ont eu, qui n'a pas vraiment marché cette saison. Et voilà, et aller chercher dans l'avenir, s'installer durablement en Formule 1 pour avoir des primes à l'avenir et pourquoi pas faire des bonnes saisons à partir de 2021. Je pense que au final, c'est faire ce que une McLaren McLaren, quoi. fait et voilà, c'est ça. Et McLaren fait et McLaren, je pense que d'ici quelques années, ils peuvent vraiment revenir au top, quoi. Alors, du coup, on a parlé des As, on a parlé des batailles de course. Là, maintenant, je vais vous parler du sujet principal de ce Grand Prix, qui est
les stratégies parce que on a cette bataille incroyable entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le lead et d'un autre côté on a aussi les Ferrari qui ont beaucoup galéré à ce niveau-là puisque Sébastien Vettel et Charles Leclerc ont terminé 3-4. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de la stratégie un peu foireuse des Ferrari? Mais en vrai, Je pense pas que c'est la stratégie qui était foireuse pour le coup. Je pense que c'est juste leur rythme de course qui était pas bon. Ah non, la stratégie, ils ont tout fait ce qu'il fait. Pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, avec Vettel, ils ont fait 2 arrêts? Non. Non, ils ont fait un arrêt, mais en fait, ils ont pas mis leurs œufs dans le même panier. Ils avaient dit qu'ils mettraient pas leurs œufs dans le même panier. Et puis, ils se sont évités les emmerdes avec les consignes. Non, franchement, entre eux, ils ont Non. fait ce qu'il fallait. C'est juste qu'ils avaient pas le rythme. C'est juste que, ouais, tu peux rien faire quand t'as Hamilton et Verstappen qui roulent quasiment une seconde plus vite que toi au tour. Pour moi, la stratégie, ils l'ont eu bon, ils ont rien foiré, ils ont comparé à Gasly, ils ont inscrit les points qu'il fallait pour le championnat, dans un week-end où vraiment ils étaient vraiment pas bien, et ils ont fait ce qu'ils ont. Ils ont fait pour moi, ils ont fait le mieux en termes de stratégie, en termes de tout en fait. D'optimisation des points parce que voilà, bon, pour une fois, je peux dire stratégiquement, bon week-end de Ferrari. Ah oui. Il n'y a pas en rythme de course. C'était ça le problème. Oui, Mais après, Quand tu les vois à 15 secondes dès les premiers tours des deux devant, et surtout les deux qui sont en train de se chercher, qui accélèrent, et forcément là ça crée un écart incroyable, et surtout que les deux Leclerc et Ferrari, Leclerc et Vettel qui étaient en train d'essayer de venir l'un sur l'autre, forcément ils ont encore plus créé un écart avec les deux de devant, c'était terminé quoi. ouais. Ah ouais. Et l'autre bataille, la bataille principale de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et on s'est régalé. Une trentaine de tours. C'est Max qui commence le jeu des stratégies. 25e tour, il s'arrête en hard. Et puis Hamilton qui, au moment de son premier arrêt, il commence à remonter le gap. Il gagne 2 secondes au tour, allant même jusqu'à 2 dixièmes. Bon, il tente de dépasser en premier, mais il va un peu trop large. Il essaye d'attaquer, mais au final, il sort un petit peu large, Lewis Hamilton, pour le moment. Je pense surtout ouais. en milieu de course. Ouais, mais en Passer fait, au virage 15, c'était pas possible déjà. Par l'extérieur, oui. c'est impossible. Non, c'est impossible. Puis, je vais revenir au vendredi. Au vendredi, en FP2, du coup, il y a eu la pluie. Du coup, il y a eu impossible de savoir. Personne n'avait fait les long runs. Ouais, voilà. Personne connaissait réellement ce qu'il fallait faire en termes de rythme de course. Je pense que Red Bull s'est raté sur. Red Bull, Verstappen avait un rythme de course un peu. Sur la durée en termes de gestion des pneus un peu moins. Un peu moins bon qu'Hamilton. Après, je pense. Clairement, on voyait à chaque fois Lewis revenir sur Verstappen, c'était assez impressionnant. On le voyait dans sa zone de DRS très souvent. Et après, il y a eu le fameux dernier arrêt. Et d'ailleurs, je pense qu'on va revenir dessus longuement. Totalement. C'est un coup de génie parce que clairement, à ce moment-là, quand il fait cet arrêt, il a 18 secondes de retard, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, il lui reste encore pas mal de tours à couvrir. Mais tout le monde se dit que c'est juste. Et même Hamilton, à ce moment-là, dit à son mécanicien, à son ingénieur, je la sens pas, cette stratégie. Et au final, le stratégiste a eu confiance en Hamilton, en sa puissance et à son rythme de course. Et au final, il savait que Verstappen allait s'effondrer. Et ça s'est vu, parce qu'il l'a doublé extrêmement facilement avec les pneus médiums. 2 choses sur le duel entre Hamilton et Verstappen. C'est un duel où longtemps, j'ai jamais cru qu'Hamilton allait l'emporter, que ce soit au début ou à la fin de la course. Je me suis dit que Verstappen allait réussir à rester devant. Puis sur la stratégie pure, je pense c'est vraiment pas Red Bull qui se rate. Red Bull, ils font leur truc, quoi. C'est vraiment Mercedes et James Vowles qui a un coup de génie. Ouais, c'est vrai. Quand Hamilton essaye de dépasser Max au virage 4 et qu'il n'y arrive pas,
ben en fait, tu te rends compte que si tu continues comme ça va être impossible de le dépasser. Du coup, ils sont obligés de. Enfin, s'ils veulent gagner la course, ils sont obligés de s'arrêter. Et Ils après, sont obligés de faire autre ben, chose. Ouais, voilà, Après, à ils ce sont. moment-là, Verstappen, il est piégé parce que il est en hard et ça marche pas du tout avec les hard. Enfin, ça marche beaucoup moins bien que les médiums à ce moment-là. Ouais. Et s'il s'arrête, bah, clairement, il donne la victoire à Hamilton. Donc, il est piégé. Et son seul moyen de rester devant, c'est d'attaquer. Mais sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les bons pneus, quoi. Bah, Après, après, je sais pas si. Enfin, je, quand Hamilton s'est arrêté, je me suis dit c'est fini. Puis un tour après, je me dis peut-être que ça aurait été possible de s'arrêter, mais euh, déjà, si Max s'était arrêté, il aurait perdu la place. Mais comment dire, il y aurait eu une vraie bataille. Comparé à celle qu'on a eue, c'était même pas une bataille, c'était Hamilton DRS, allez au revoir et c'est fini. Si Verstappen s'était arrêté, on aurait eu une vraie bataille. Et enfin, je c'était suis pas juste. convaincu. Je suis pas convaincu parce que déjà, si Max s'était arrêté un tour après, il ressort derrière Hamilton. Oui. On l'a dit, Hamilton avait un rythme de course supérieur, donc je pense qu'Hamilton aurait grappillé, pas grand chose, hein, mais aurait fini par regrappiller, il serait resté devant Verstappen. Après, sur la stratégie, sur le deuxième arrêt, je me suis dit, c'est très bien fait de la part de Mercedes de tenter ça, mais j'y ai pas cru parce que je me suis dit, avec les pneus médiums, ils remonteront jamais 20 secondes, il n'y a pas assez de différence. Je me suis dit, il fallait qu'ils mettent les pneus de tente direct. Bon, finalement, ça a réussi à passer, plus parce que les pneus à Verstappen étaient totalement cuits que les pneus à Hamilton étaient Ah, ultra mais performants. oui, enfin, le rythme de course de Red Bull, enfin, moi, enfin, d'habitude, quand tu es supporter de Red Bull et que tu te qualifies un ou deux, enfin, le rythme de course, il est vraiment très très bon. Et là, enfin, il était supérieur à Ferrari, mais par rapport à Hamilton, c'était. Enfin, 3 dixièmes. ouais, voilà, c'était le. Ben, c'est le meilleur qui a gagné. Enfin, y a rien à dire. Et puis, comme Max l'a dit dans sa réaction après course, ben, il était juste pas assez rapide pour contenir Hamilton et vraiment bien joué à James Vols C'est parce que lui qui fait gagner la course. Avec ouais, Hamilton, enfin, bien sûr, parce c'est qu'il va lui. voir les chronos. Ouais, parce que je pense pas que Bottas il fait ça. Enfin, en fait, non, Ah, mais enfin, clairement. Bottas À jamais ce la vie le fait. Mais James Bowles, il connaissait Hamilton, il a confiance en lui. Je pense que, honnêtement, lui et peut-être Verstappen, c'était les deux seuls pilotes capables de remonter 18 secondes. Bah, seuls les plus grands ils peuvent faire ça. Hein. C'est sûr Parce que c'est que, les Hamilton, les Verstappen, les Vettel, les Schumacher, les Senna qui font ça. C'est pas les bah, Bottas. Hein. clairement. Parce qu'à mon C'était avis, Ricciardo, enfin, à c'était ce moment-là, Ricciardo qui Vols, l'avait fait. En Chine. il calcule combien Hamilton peut remonter au tour. Et clairement, il a fait des calculs et Hamilton les a respectés à la précision. Personne d'autre les aurait. Ils en ont discuté pendant 10 tours. Ils ont dit entre le 40e et le 47e, ils en ont discuté. Après, ils se sont dit, go, de toute façon, ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient 50 secondes d'avance sur Ferrari. Donc, au pire, ça marchait pas. Et ben, ils finissaient deuxième, comme c'était le Exactement. cas. Et au mieux, ça marchait. Ben, ils ont gagné. Bah, c'est grâce à leur avance Ouais, sur voilà. Ferrari qu'ils ont pu tenter ça, effectivement, parce que sinon, je pense que si Leclerc était pas si loin, jamais il l'aurait tenté et ils auraient juste dit à Hamilton d'essayer de pousser pour aller chercher. Même Gasly, enfin, même Gasly, si c'était Ricciardo à la place de Gasly, jamais de la vie Mercedes ils font ça. Enfin, c'est aussi le fait que Verstappen soit tout seul et qu'il y ait pas de coéquipier. Enfin, même si ok, il Ben, n'y avait pas Bottas, mais il y avait pas non plus un coéquipier pour Max et voilà, c'est dommage quoi. sur le coup stratégique, je pense que Mercedes a vraiment gagné, on va dire, à la Red Bull. Parce que d'habitude, c'est Red Bull qui tente ce genre de truc. Genre, en Autriche, c'est Verstappen qui avait tenté ce genre de coup et il avait remonté tout le monde et il avait gagné. Ou en Chine, Ouais, Ricciardo l'année dernière. ouais, Mais c'est ça. c'est sûr que c'est plus intéressant quand tu vois une équipe qui tente un coup stratégique, encore plus quand il marche que quand on est sur la Que même quand c'est fait stratégie, au exprès. finalement, on s'emmerde. Bah, au final, si tu regardes sur ce Grand Prix, c'est au final Mercedes a on va dire la place de Red Bull. Je veux dire, et ils l'ont dit, Toto Wolff l'avait dit, ça fait assez bizarre pour eux de se retrouver dans la position d'attaquer, parce que d'habitude ils partent toujours en tête, ils sont à deux devant, ils sécurisent. Surtout la saison dernière, Bottas joue les tampons pour Hamilton. Donc au final, pour eux, c'est assez nouveau de se retrouver dans cette position d'attaque avec une très bonne Red Bull devant. Et donc à ce moment-là, forcément, ils sont obligés de développer de nouvelles stratégies. Mais on sait que chez eux, c'est le professionnalisme avant tout. Donc forcément, ça a passé. Et Seulement, c'est non, aussi
c'est aussi. Vas-y. Non seulement je suis content qu'ils aient gagné parce que c'était le plus fort, mais en plus parce que surtout ils ont gagné avec panache, on va dire. Surtout pour ça. Ouais, par rapport à ça, c'est surtout inquiétant de voir que Mercedes, ils sont aussi forts quand ils sont chasseurs que chassés. Et c'est vraiment inquiétant pour tout, en Pour fait. les autres. Ouais. Pour toutes les courses qui vont arriver, pour 2020, Il en fait. il reste redoutable. Après, ils peuvent faire des erreurs aussi. Hein. La semaine Après, dernière, en ouais, Allemagne, on les critiquait parce ils faisaient des erreurs. Hein. ouais, mais c'est une course ratée sur 12. Enfin, Bah après, voilà, Mercedes, ils ont l'expérience dans l'ère hybride. Ils ont la meilleure voiture. Ils l'ont peaufinée depuis plusieurs années maintenant. Donc forcément, C'est une histoire. leur voiture, c'est clairement pas leur problème. Ils ont eu un seul problème cette saison, c'était en Autriche avec le problème de rafraîchissement de la voiture. Mais à part ça, la voiture, ils la connaissent sur le bout des doigts. Alors que tu regardes Honda, Red Bull, voilà, c'est nouveau avec Honda, c'est encore nouveau, ça commence doucement à se mettre en place. Ferrari, c'est sur cette saison qu'ils ont un problème. Donc finalement, c'est assez logique que Mercedes soit encore devant et réussisse à faire des choses comme ça. Il y a confiance absolue entre le moteur, ceux qui font la voiture, les stratégistes, les pilotes. Je pense qu'on est en train de retrouver ça un peu chez Red Bull aussi. Mais en tout cas, c'est aussi normal que Mercedes y arrive. Quand ils savent un truc, ils savent ce qu'ils vont faire. ouais, puis c'est normal que Mercedes ait un avantage sur Red Bull parce que, comme vous l'avez dit, Red Bull, ça fait 11, 12 Grands Prix 11 Grands Prix qui se connaissent. Combien? 12 Grands Prix avec Honda, depuis le début de Ah, saison. ok. Pardon, 12 qui se connaissent alors que Mercedes, ça fait longtemps. 5 ans, 6 ans, bah ouais. 6. Puis ils ont l'avantage, Mercedes, de développer leur moteur, alors que Red Bull doit travailler en collaboration avec Honda. C'est beaucoup plus compliqué d'adapter un châssis à un moteur. C'est plus simple quand tu le crées pour le châssis. Ouais, bien sûr, même si après, c'est un peu approprié le moteur Honda. Bien sûr. Oui, après c'est Honda qui fait. C'est la différence majeure avec Renault l'année dernière, c'est que Renault c'était le moteur, c'était on vous donne le moteur et vous faites ça avec et vous faites un truc pour le mettre dedans. Alors que Honda ils travaillent ensemble et c'est Ils sont en train de faire une stratégie finalement à la Mercedes quoi, ou à la Ferrari quoi. Et c'est ce qui paye, c'est que Honda est complètement dévoué à la Red Bull. On l'a vu quand ils ont galéré en qualif. Immédiatement, ils ont fait les changements et ça paye. Maintenant, je pense que là, il faut qu'ils travaillent sur leur rythme de course. On va espérer que à Spa et dans les prochains Grands Prix, Gasly va réussir à revenir un peu plus près de son coéquipier. En tout cas, finir dans le même tour, ça serait déjà bien pour qu'il puisse à la limite créer un semblant de, enfin c'est pas de la concurrence, mais on va dire qu'il puisse l'aider au moins Verstappen face à ses concurrents et pourquoi pas les gêner les Ferrari s'ils sont mauvaises. Mais clairement là, Red Bull est sur une pente ascendante et Honda fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Bon, en tout cas, on a vu ce week-end et cet été que clairement, Mercedes numéro 1, ça n'y a pas de surprise, et que Red Bull est devenu la deuxième force du plateau. Et que Verstappen, Hamilton, les hommes forts. Du coup, je vais vous lancer sur une petite situation de course qui a un rapport justement avec cette bataille. On est au 47e tour, juste avant que Lewis Hamilton s'arrête une deuxième fois. On sent la pression de Max Verstappen à ce moment-là parce qu'il y a une seconde, même pas qu'il les sépare, et il demande à la radio si Lewis Hamilton a le DRS. Et ça, c'est vraiment une signification parce que d'abord, il ressent la pression. Et là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de la part de Max Verstappen à son jeune âge? Non, je pense pas que ce soit un aveu de faiblesse. Juste, il sait qu'il a en face. Hein, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est quintuple champion du monde. Donc, et c'est la meilleure monoplace du plateau. Donc, c'est normal qu'il ait des craintes. Lui, je veux dire, ils sont dans la même seconde. Non, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est un peu la revanche du Grand Prix de Monaco où Hamilton avait dû résister toute la course à Verstappen. Mais non, pas d'aveu de faiblesse. Après, forcément, il avait de la pression. Et on sait que, par exemple, Hamilton, quand il est en tête et que les concurrents sont pas si loin de lui, il demande énormément de choses à son ingénieur. Il demande les écarts, il demande qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe en course. Donc forcément, quand tu es un leader, tu dois être dans une position de gérer ta course. Tu dois essayer d'appréhender les potentielles attaques
tes concurrents derrière toi. Donc forcément, il a un rôle là-dedans. Et ça doit être compliqué quand tu es Verstappen parce que tu as beaucoup de pression sur tes épaules, on attend beaucoup de toi. Et en plus, c'est parmi les premières fois de sa carrière d'être comme ça en tête. Parce que d'habitude, il a jamais de position avant ça. Et d'habitude, voilà, exactement, il remonte. Surtout, ouais, c'est la base c'était sa première pole, donc c'était C'était le nouveau pour lui. chassé, Et puis, pour une fois. hein? C'était le chassé pour une fois. Oui, oui, oui. Oui, alors que d'habitude, il part 3-4 et puis, Inch'Allah, le rythme de course. Mais bon, voilà. J'exagère un peu, mais bon. Non, mais pour moi, il a C'est fait. Pour moi, il a fait ce qu'il a fait. Enfin, pour moi, il a fait ce qu'il a eu à faire. Et il a fait aucune erreur, donc. De toute de toute façon, façon. Mercedes Hamilton était trop fort, donc il y avait rien à faire. Ouais, clairement, non, mais clairement, Verstappen était très bon. Et surtout, on sait que c'est un pilote, malgré son jeune âge, surtout cette saison, qui a beaucoup travaillé sur son mental. Il est plus forcément du genre à faire beaucoup d'erreurs en course. Donc, clairement, là, même s'il se donnait à fond, et même, je pense, à un Hamilton dans la voiture de Verstappen, clairement, il pouvait rien faire. C'est juste la voiture qui n'était pas bonne. Et on le voit après la course, il n'était pas spécialement énervé ou déçu de sa prestation. Il était juste presque résigné, on va dire. Et juste, il savait que, voilà, il a eu sa pole, il est content, il a fait son bon week-end, il a fait bonne impression. Et maintenant, il va falloir travailler pendant la pause estivale sur la voiture pour essayer de justement travailler sur ce rythme de course. Fallait juste Ouais, que puis les après, pneus durs tiennent 5 tours de plus, c'est tout. C'est pas grave. Pas Ouais, grave. c'est ça au final. Ouais, c'est grave. c'est pas catastrophique. Enfin, ouais, il fait deuxième, il prend pas mal de points sur Bottas. Il a 25 points d'avance sur Vettel, 50 points d'avance sur Leclerc. Le seul bémol, c'est qu'il C'est, aurait pu finir potentiellement devant Bottas à l'issue de cette course au championnat pilote. Mais Bottas est ouais, revenu mais huitième, ça donc se fera. mais ça se fera sûrement. Sur Ramirez. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors du coup, on va faire un petit tour de table, si vous voulez bien, pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix et la note sur 10. Je vais commencer par toi, Thomas. Note sur 10, je dirais. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas mal non plus. On va dire 6,5 sur 10. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et après, si je devais donner un top et un flop, top, la stratégie Mercedes. Flop, il y a un match entre Renault, le rythme de course des Ferrari, et puis Magnussen qu'on a parlé. Et autre top aussi, la bataille entre les deux Toro Rosso. Ça, c'était magnifique. Propre. Ouais, ça se tient. Et toi, Sofiane? Du coup, je mettrais un peu moins, je mettrais 6 sur 10 parce que Verstappen n'a pas gagné. Non, je rigole. Enfin, c'était pas à part ça et la bataille Toro Rosso, c'était pas dans la lignée des derniers Grands Prix, même si c'était pas mal. Il y a eu du suspense pour la victoire, donc c'était quand même pas mal. Donc 6 sur 10, ça me va. Et top flop, top, je dirais Sainz. Parce que vraiment, il m'étonne. Je pensais pas qu'il était capable de faire ça quand il était chez Toro Rosso avant. Et même chez Renault. Et donc vraiment top Sainz et flop. Pour éviter de dire ce qu'a dit Thomas, je sais pas. Euh, Moi je vais quand même dire Renault parce que vraiment, c'est pas. Le flop Renault, c'est pas sur cette course, c'est sur toute la saison. Donc je vais quand même dire Renault. Ah oui. Et toi, Naël? Pour la note, je dirais, comme Thomas, je dirais 6,5 parce que c'était une bonne course. Voilà, c'est des courses qu'on aurait préféré avoir en début de saison quand on s'ennuyait énormément. Après, c'est pas les meilleures courses et on n'a pas envie d'avoir que des courses comme ça. Et puis pour mon top flop, au niveau du top, je dirais forcément Hamilton qui a réussi à bien tenir et à faire sa course et en plus généralement la stratégie Mercedes. Je noterai aussi George Russell qui a réussi quand même à faire C'est des vrai. bonnes choses ce week-end et à se montrer, que ce soit en qualif ou en course, dans une voiture qui Pas 14e, un truc comme ça. non, il finit 16e, mais on l'a vu à un moment 15e, on l'a vu aussi 14e. Enfin, je veux dire, c'est quand même encourageant pour ce C'est bien pilote. ce que fait Williams aussi. Enfin, C'est vrai. ils vont vraiment dans le bon sens. Et enfin, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais Kubica, Ouais, top. clairement, c'était une erreur de casting. Je l'ai vu. Enfin,
il ramène de l'argent des sponsors polonais, mais stop. Tu peux Fini pas. physiquement pour le haut niveau. Clairement, Ah, mais clairement, bah, c'est. il conduit avec une main. Ouais, voilà. Quand tu conduis, il est pas à 100%. Et puis, en qualification, il s'est fait prendre il est à 1 seconde 3 de Russell. C'est. C'est tout sauf normal. Et pour Williams, pour qu'il continue à remonter comme ça, il leur faut 2 pilotes. Et Ouais, pour, moi je miserais sur Latifi qu'on a vu parfois en essai libre. Je pense que ça peut compléter un duo de pilotes de jeunes qui peuvent aider l'écurie à monter tout doucement, à travailler sur la voiture en simulateur. ouais, Donc clairement. je pense Latifi, c'est un. il faut viser l'avenir clairement pour Williams. Clairement, l'objectif Ouais. c'est pas de sauver les pots cassés pour maintenant, c'est de tout Ils reprendre à n'ont zéro. pas beaucoup de sous non plus. Hein. Après ils ont quand même des primes d'ancienneté etc. Et je pense pas que ce soit les plus à plaindre. Mais clairement, il faut repartir de zéro. Ils ont un très très bon moteur et j'espère qu'ils vont le conserver. Et après, il faut travailler autour de ce moteur-là et voir en détail, en profondeur, quelles sont les erreurs. Et juste pour finir, pour mes flops pour le Grand Prix, je noterai évidemment les Ferrari qui sont extrêmement décevantes. Je pense pas que la faute soit achetée sur les pilotes forcément parce que les deux ont eu un rythme mauvais. Mais je pense que c'est surtout à l'écurie qu'il faut jeter la pierre et clairement, c'est pas normal d'être aussi loin des Red Bull et des Mercedes, quoi. 1 minute, c'est énorme. Ouais. Eh bien, pour ma part, je vais mettre la note de 6. Voilà, 6, c'est convenable. C'était un Grand Prix sympathique, hein, sur la lignée depuis le Grand Prix de France. Bon, il ne ressemble pas du tout au Grand Prix d'Allemagne qu'on avait vécu la semaine dernière, mais ça reste un Grand Prix convenable. Les tops, la bataille Hamilton-Verstappen, Lando Norris et Carlos Sainz, les McLaren qui étaient vraiment, vraiment à l'aise, hein, sur ce circuit, vous en conviendrez. Et puis pour les flops, Magnussen, peut-être, ouais, les Renault. C'est vraiment, va falloir qu'on en parle des Renault très prochainement, parce que ça commence à devenir problématique. Vous en Voilà. entendrez. Après bon. À mi-saison, on en parlera, mais bon, ouais, c'est vrai que Je pense que ça va pas du tout. Renault et As, c'est pas les situations sont pas pareilles, mais je pense qu'il faut faire la même chose. Faut faire table rase et nouveau départ et virer à Bull parce que vraiment autant chez As le problème c'est les pilotes, mais autant chez Renault le problème je pense que c'est lui et vraiment Après, c'est chiant. Renault, il y a moins de motifs d'inquiétude parce que c'est une écurie qui a quand même beaucoup de budget. Les dernières, ils ont fait une très belle saison. Je pense que c'est plus une erreur de parcours qu'une dynamique à long terme. Je pense que surtout s'ils arrivent à conserver Ricardo et peut-être avoir Ocon s'il va pas chez Mercedes, je pense qu'ils sont capables de très vite revenir dans les roues des McLaren et des trois top teams. Je pense que c'est plutôt une mauvaise saison de leur part, des mauvais calculs de début de saison, peut-être une mauvaise entente à l'intérieur de l'écurie. Mais ça reste une écurie qui est quand même bien, bien encadrée. Ils ont une belle usine, donc je pense que ils vont revenir dans le top. Je m'inquiète pas trop pour eux, mais je pense que dès l'année prochaine, ils rejoueront la 4e place s'ils ont une bonne voiture. Bon, eh bien écoutez, je vous propose qu'on revienne sur le classement de cette course avec Lewis Hamilton, vainqueur devant Max Verstappen. Nouveau podium pour Sébastien Vettel après celui d'Hockenheim. Charles Leclerc en 4e place, Carlos Sainz fort 5e, Pierre Gasly 6e malheureusement, Kimi Raikkonen à la 7e place. C'est bien pour Kimi Raikkonen, il est très, comment dire, constant depuis oui voilà exactement le mot constant depuis le début de saison, c'est bien pour son âge, Kimi Raikkonen. Bah, Il a carrément 40 ans. fait, il fait ça saison. De toute façon, ah, j'ai un écho, non. Non, c'est bon. Il fait sa saison, on n'attendait pas moins de lui. Hein. De toute façon, on sait que le mec est hyper régulier. Il porte l'écurie Alfa Romeo parce que Giovinazzi, j'ai rien contre lui, mais il fait pas grand chose non plus. Non, franchement, il donne la direction à suivre. Il fait progresser l'écurie. Tout ce qu'on attend d'un premier pilote dans une écurie de peloton. Puis, faut souligner aussi que Alfa Romeo, c'est une belle écurie, quand même une très belle écurie avec un beau budget, un moteur Ferrari, donc ils ont cette chance d'avoir ce moteur. L'année dernière, on se rappelle de Leclerc qui était capable d'avoir un très bon rythme avec la Sauber, maintenant Alfa Romeo. Donc au final, il fait ce qu'on attend de lui. C'est pas non plus extraordinaire parce que quand même, il est quand même assez loin de Carlos Sainz au championnat. L'année dernière, Alfa Romeo quand même, je crois. Ouais, bien sûr. Bah forcément. L'année dernière, ils avaient Marcus Ericsson. C'était
beaucoup plus compliqué. Je veux dire, l'année dernière, c'était surtout quelques éclats de Leclerc, mais c'était beaucoup moins constant. Là, ils sont repartis dès le début de saison avec un champion du monde dans leur écurie. Donc forcément, il fait des bonnes choses. Après, on l'a vu notamment briller au début de course en Autriche, mais il n'est pas non plus, je veux dire, étincelant, quoi. Il fait le taf. Je pense que c'est encourageant, c'est bien. C'est un pilote qu'on sait qu'il aime la Formule 1, il aime conduire. Donc voilà, il fait sa petite fin de carrière. Il est d'une écurie aussi qui est encourageante. Et je pense qu'il va les aider à avoir une excellente voiture l'année prochaine. Et on verra s'il sera encore là. Mais j'espère que peut-être qu'il sera avec un autre pilote. Et moi, mon rêve, ça serait de voir Mick Schumacher avec lui. Ça serait bien pour voir un pilote expérimenté comme lui aider un jeune. Ça pourrait être beau. Mais en fait, Raikkonen, il fait ce qu'on lui demande de faire. Alfa Romeo l'a pris pour ça et il fait le job, il met les points quand il faut. Il fait pas d'erreur aussi. Ouais, voilà, C'est vrai, c'est ça. c'est En vrai, fait, c'est très important. il casse pas la voiture. Comparé à Giovinazzi qui se crache. C'est vraiment un bon recrutement de la part d'Alfa Romeo et le tandem Vasseur-Raikkonen, c'est vraiment. Ah, et surtout dans une saison où on a des équipes de milieu de peloton assez moyennes et peu intéressantes à voir. On pense au Racing Point qui sont inutiles, aux Williams qui sont extrêmement loin, aux Haas qui, à part faire des dramas, font pas grand-chose, aux Toro Rosso qui ont du mal et qui voilà sont une écurie de développement pour Red Bull plus qu'autre chose. C'est quand même bien d'avoir une écurie comme Alfa Romeo avec un peu de personnalité, qui parfois apporte un peu de piment dans le milieu de peloton et qui parfois réussissent à mettre un peu de concurrence sur McLaren qui survole le reste du peloton. Ils ont abandonné qu'une seule fois cette saison, les deux Alfa Romeo, donc bon. Ouais, la régularité est impressionnante. Et du coup, la fin de ce classement avec Valtteri Bottas 8e, 9e Lando Norris, et puis Alexander Albon qui a le point de la 10e place. Classement du championnat, Lewis Hamilton est parti loin. Il est parti très loin, 250 points. D'ores et déjà, avant de partir à Spa-Francorchamps, Valtteri Bottas loin derrière, en vue de son Grand Prix malheureux. Max Verstappen 3e, Sébastien Vettel 4e, 5e Charles Leclerc, Gasly juste derrière, Carlos Sainz 7e du championnat, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien pour le pilote espagnol par contre, de voir Carlos Sainz vraiment constant. Il est en train de creuser l'écart et au final on savait que c'était un pilote de talent, surtout quand il a rejoint Toro Rosso, on savait qu'il était capable de faire de belles choses. Après on s'attendait pas à ce que, surtout dans l'écurie McLaren, qui avait eu beaucoup de problèmes ces dernières saisons, on s'attendait pas à ce que la voiture soit aussi performante et je pense qu'il y a une bonne alchimie entre lui et la voiture au final. Voilà, l'écurie a réussi à monter la pente et a une belle voiture cette saison et ils ont un magnifique duo avec Sainz qui a beaucoup d'expérience et Norris qui a réussi à s'adapter très rapidement à la pression de la Formule 1 et forcément avec de la régularité, une bonne écurie, une bonne synergie, on a un Sainz qui arrive à être facilement 7e. Et surtout, il prouve. Il a combien de points? Il a 5 points de Gasly. 5 points. Et puis il prouve surtout qu'il peut être leader d'une écurie aussi. C'est vrai. Ça c'est fantastique, franchement. Puis oui, franchement, je vous rejoins sur ces avis-là. Du coup, le prochain Grand Prix, ce sera dans longtemps, hein, ce sera le 1er septembre à Spa-Francorchamps, vous me confirmez, messieurs? Ce sera le week-end du 31 août. Et puis, de toute façon, les fous du volant ne disparaîtront pas à ce moment-là. Donc, on se retrouvera pour la rentrée. Enfin, en tout cas, on vous préviendra. Du coup, on va passer... Oui, tu disais? On préviendra sur Twitter. Oui, tout simplement. De toute façon, les gens seront au courant. Du coup, on va passer à une autre rubrique. On a terminé sur le Grand Prix de Hongrie. Je vous propose qu'on passe au point rétro, qui va parler des stratégies en Formule 1, les meilleures stratégies, quelles sont les meilleures stratégies de l'histoire. Et on va en faire tout un petit débat. Allez, jingle! Les
stratégies les plus réussies de l'histoire de la Formule 1? C'est le sujet de ce premier point rétro en vue de ce qui s'est passé au Hungaroring ce week-end avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Pour vous, quelles sont les meilleures stratégies qu'on a vues dans l'histoire de ce sport? Je te lance Thomas sur le sujet. Bah, déjà, quand on pense à point stratégie en Hongrie, on pense au Grand Prix de Hongrie en 98, lorsque Schumacher, qui est alors deuxième de la course, sait qu'il, même troisième je crois, sait qu'il ne peut pas gagner par rapport à McLaren d'Hakkinen, et décide de passer, parce qu'à l'époque on avait les ravitaillements carburant, il décide de passer à un arrêt de plus pour prendre la tête de la course, l'écart sur Hakkinen, et au troisième arrêt beaucoup plus court, il ressort devant. Donc c'est la première fois que une écurie passait d'une stratégie de 2 arrêts à 3 arrêts, de faire un arrêt de plus et de gagner. Mais ça, c'est comme Hamilton finalement. Il fait un arrêt de plus pour pouvoir attaquer, pouvoir creuser de l'écart et pouvoir ressortir devant. Puis on pense aussi au Grand Prix de France en 2004 où il fait pareil, mais de 3 à 4 arrêts pour battre Alonso. Ah oui, exact, ouais. Ouais, c'était C'est vrai que souvent c'est quelque chose qu'on voit chez les meilleurs, chez les pilotes qui ont de la confiance, chez les pilotes qui maîtrisent leur voiture. On se dit voilà, je connais ma voiture, je sais que je suis capable de faire de belles choses, donc j'ai confiance, je vais aller chercher des pneus frais, je vais aller à l'époque des ravitaillements pour aller attaquer. C'est vrai que des pilotes qui sont fébriles, qui connaissent pas trop bien leur voiture, qui ont du mal en course, on va pas leur passer sur des stratégies comme ça, mais forcément un Schumacher qui est ultra confiant, qui a une voiture développée pour lui, on peut se permettre de faire ça. Et en 2004, ça a marché avec brio. Et c'était un coup de poker incroyable. À l'époque, Ferrari avait des la meilleure monoplace, le meilleur stratège. Voilà. Les meilleurs stratèges, un Ross Brown incroyable. Donc forcément, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on peut plus faire des choses comme ça parce qu'il n'y a plus de ravitaillement. Mais aujourd'hui, ça serait compliqué de voir des stratégies comme ça. Mais on a des stratégies qui ressemblent et c'est toujours intéressant à voir. Et ça montre surtout le talent d'un pilote à remonter et à aller s'accrocher à sa place. Alors, stratégie, ça a le fort déjà de sauver un Grand Prix parfois de l'ennui. Des fois, une stratégie différenciée. Et puis, ça montre aussi le talent d'un pilote. Effectivement, comme tu dis, ça peut se faire qu'avec des bons pilotes, enfin des très bons pilotes, des pilotes et où il y a une confiance parfaite entre l'écurie et même le stratège. Alors, moi, j'ai noté... Oui, vas-y, pour finir. En Autriche, où on lui met des pneus tendres, je crois, à 25 tours de l'arrivée, parce qu'il sait qu'il est pas mal, mais qu'il peut faire mieux et qui remonte tout le monde et qui finit par gagner. Finalement, c'est pareil. Red Bull avait confiance en Verstappen, savait qu'il était capable de ça. Et Mercedes, pareil hier avec Hamilton. Ouais, c'est vrai. Il n'aurait pas fait si c'était Bottas. Alors du coup, moi, dans mes fiches, j'ai noté quelques stratégies qu'on retient peut-être pas, mais je pense à celle de... Bon, après, les conséquences, enfin, je veux dire, les circonstances sont différentes, mais je parle de Jenson Button au Grand Prix du Canada 2011, quand il a 7 arrêts au stand, je crois, avec le drive-through, c'est... Ouais, c'est ça, au stand. Et ouais, il est dernier à 35 tours, dernier à mi-course, et puis il finit par remonter tout le monde. Ouais. Mais là, pareil, Button, c'est un mec qui, en termes de gestion des pneus, était sûrement le plus fort du plateau à ce moment-là. Donc, sous la pluie et sur le sec. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Et puis en Australie 2010 aussi, où c'est le premier. Il faut avoir une bonne vision aussi de la course, de toute façon, pour être fort en stratégie. Et pour en revenir à Button sur la pluie, clairement là c'est vraiment le pilote et la voiture, quoi. Je veux dire, là à ce moment-là c'est vraiment le talent qui parle, et la pluie c'est vraiment un casse-tête pour les équipes de savoir comment on gère ça. Parfois on va passer sur des pneus pluie et au final la pluie va s'arrêter, et du coup on se rappelle l'année dernière en Allemagne, je crois que c'était en Allemagne, où au final Mercedes passe sur des pneus lisses alors que tout le monde était sur des pneus intermédiaires, et c'est à ce moment-là que la voiture fonctionne à 100%. C'est vrai que c'est compliqué à gérer la pluie, et souvent c'est là qu'on voit les meilleurs pilotes et les meilleures écuries. Bah, de toute façon, ouais, ça nécessite une bonne analyse, comme on a dit. C'est sûr que je me rappelle l'année dernière en Allemagne, comme tu dis, c'était les Toro Rosso, je crois. Ils leur avaient mis des pneus pluie direct, ça avait foiré. Ouais, voilà, ça avait foiré. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais après, il y a deux types de stratégies. Il y a les stratégies, on va dire, audacieuses,
qui est les stratégies prudentes. Faut calculer le risque à chaque fois, et puis voilà, pour réussir un coup. Alors c'est un autre moment, bon, peut-être on s'en souvient moins, mais je repense à Rubens Barrichello, c'était au Grand Prix d'Europe 2009. Je l'explique, petit rappel. Euh, Barrichello, il était en tête de la course à partir du 35e tour. C'était sur le vieux circuit de Valence, hein, ça date. Ouais, Euh, il est en tête de la course et puis il y a un moment où c'était Nakajima et sa Williams qui éclate son pneu et du coup ça provoque un drapeau jaune et Lewis Hamilton est juste derrière justement et il pense, voilà, direct, il a que l'instinct, Hamilton va s'arrêter. voilà, c'est ça, et il a l'instinct justement d'aller s'arrêter pour aller remporter la course alors qu'il est Et puis déjà en après, tête. Hamilton, il avait été aussi aidé parce que McLaren avait fait une bourde énorme au ravitaillement Oui, oui, où il exact. s'était trompé les pneus sur Hamilton. Mais et pareil, qu'on avait retrouvé derrière Barrichello, Ross Brown. Ouais, bah ouais, C'est ouais, vrai. en plus c'était Et c'est trop ouais, c'est fort. à ce moment-là, c'est Ross Brown qui lui avait dit de s'arrêter avec la safety car, et c'est vrai que c'était un coup de génie. Et, encore une fois, ben voilà, des erreurs des, des équipes, ça peut aller très très vite en Formule 1. Et voilà, quelques secondes de perdu dans les stands, et forcément, ça peut tuer une stratégie de course. La difficulté, c'est qu'il faut, pour réussir un coup, il faut aussi être capable d'être très réactif et finalement de réfléchir en 20 secondes qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le meilleur choix. C'est ça. Et c'est un peu tout un puzzle à construire, parce que même si toi tu réfléchis à ce moment-là à une bonne stratégie, faut aussi que derrière les mécaniciens suivent, faut aussi que le pilote fasse pas d'erreur. Exact. Donc c'est tout un déroulement qui se met en place, et c'est là qu'on voit surtout les meilleures écuries. C'est-à-dire que tu vois une Mercedes, tu peux te permettre de faire des, des stratégies ambitieuses parce que tu sais que tu as sûrement les meilleurs mécaniciens, tu as les meilleurs pilotes, tu as des voitures qui sont fiables. Donc tu peux te le permettre, mais après avec des écuries où les mécaniciens sont pas forcément les meilleurs, etc. Il y a souvent des arrêts, des problèmes dans les stands. Souvent tu vas pas tenter le feu et tu vas faire des stratégies classiques comme le reste du peloton. Red Bull avait tenté aussi avec Ricciardo en Chine l'année dernière, où sous une safety car, ils étaient les seuls qui s'étaient arrêtés pour mettre des pneus tendres, et finalement ils avaient fini par gagner. C'est vrai. Ah, Et ouais. bah, justement, ça montre qu'ils ont les meilleurs mécaniciens, encore une fois. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Et on le voit Grand Prix après Grand Prix. Ils sont extrêmement solides à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai, exact. Puis au niveau des stratégies que j'ai retenues, elle est un peu plus récente. Et d'ailleurs, je m'étais posé des questions là-dessus. Grand Prix de Malaisie 2015. La victoire de Sébastien Vettel, sa première depuis un long moment, qui s'est quand même joué sur un arrêt au stand. Parce que Ouais. il était en pneu médium, si je me souviens bien, il avait tenté pour les pneus durs, il avait rattrapé le temps sur Lewis Hamilton, il l'a dépassé à la régulière pour aller chercher la victoire. Et c'est là que je me suis Ouais. demandé justement, est-ce que Ferrari était capable d'aller chercher Mercedes au niveau de la stratégie, sachant que le moteur était différent et que ils avaient un châssis plutôt fiable, hein, enfin pas, enfin comment dire, Bon, convenable. mais inférieur à Mercedes quand même. Oui, voilà, Mais ouais, inférieur. c'est stratégiquement qu'ils avaient gagné la course. Bah, sur cette course-là, on se dit que potentiellement, ils ont une voiture qui est capable d'aller chercher les Mercedes. Mais on l'a vu par la suite de la saison que voilà, les Mercedes étaient vraiment très forts et que les Ferrari n'allaient pas tenir le rythme. Et surtout que voilà, avec un duo comme Hamilton-Rosberg, c'est très compliqué d'aller les chercher. Mais stratégiquement, ça te fait gagner des courses. Des fois, la stratégie, quand t'es moins fort, bah, ça peut inverser un résultat. Exactement, exactement. C'est comme Il faut jamais tuer ça. Ouais, c'est vrai. Ben, et justement, on est content d'avoir la stratégie en Formule 1 parce que des fois, sinon les grosses équipes, les grosses écuries gagneraient tout le temps. Enfin, je veux dire, en ce moment, Mercedes gagnerait tout le temps. Et c'est bien aussi d'avoir des stratégies pour remettre un peu de piment. Et justement, on peut peut-être se poser le débat comme le proposait Jean Todt de remettre les refueling, les ravitaillements en Ah course. oui, Et ça c'est c'est un vrai que débat. c'est un débat qui a en ce moment en Formule 1, et on peut se demander, c'est vrai, ça pourrait potentiellement être intéressant de revoir ça, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Après, ça dépend aussi des La pneus. sécurité déjà. Ouais, de la sécurité Après, je également. pense que la sécurité, aujourd'hui, on est capable de faire un système fiable, et
Je pense Ouais, pas que ce mais soit vraiment ça le gros problème. Ça va être plutôt d'autres soucis, de voir est-ce que les équipes sont prêtes à réintégrer ça, est-ce que ça risque pas de causer plus de Coûteux aussi. problèmes et de complications. ouais, c'est ça en fait. On sait pas ce que ça va donner pour, enfin, pour l'année prochaine. Enfin, ils en parlent pour l'année prochaine, non? 2021, je crois. Ouais, Ouais, 2020. pardon, 2021. Et après, surtout, Et on sait que dans une ère hybride où ils veulent aller vers l'électrique, ça leur foutrait mal d'avoir des ravitaillements. On le sait, ça, ils l'ont déjà dit. Mais après, c'est pareil, ça dépend des pneus, parce que si tu mets des ravitaillements mais que les pneus s'effondrent, tu fais des pneus qui se dégradent trop vite, ça sert à rien. Si tu mets des ravitaillements, c'est aussi pour que les pneus puissent tenir toute la course, enfin pas toute la course, mais une bonne partie de course et tu puisses attaquer. D'ailleurs, Et, en parlant de on pneus, ça espère fait quand même des années que Pirelli est critiqué justement à propos bah, de leur gomme. justement, on espère que pour 2021, la FIA va obliger le Pirelli à proposer des pneus qui tiennent bien plus longtemps. C'est la philosophie en tout cas, hein, qui est C'est ce qu'on envisagée. espère et Par- pour l'instant, ça a l'air de prendre cette voie-là parce que là, clairement, pour l'instant, c'est plus envisageable d'avoir les pneus comme actuellement. bah, par rapport aux Après, pneus, enfin, une des meilleures courses qu'on a eues cette année, c'était Silverstone et c'était là où ben, Verstappen et Leclerc sont battus pendant 20 tours alors que avec des parce pneus qui. Hein? que les pneus pouvaient tenir toute la course. C'est Ouais, aussi c'est pour ça ça en qu'ils ont. fait. Alors que, Tu regardes si les pneus pouvaient pas tenir, ben il se serait battu 3 tours et puis après il pouvait plus se suivre, les pneus étaient morts donc surtout les pneus aussi c'est ouais. important pour la Quand tu regardes la saison passée, on a eu énormément de soucis de graining, etc. Et ça foutait en l'air des stratégies, ça foutait en l'air des pilotes. Forcément, c'est pas le rôle des pneus, quoi. Je veux dire, effectivement, on peut avoir des pneus dont on choisit le niveau de dégradation, etc. Et que on n'est pas des pneus qui tiennent toute la course, sinon forcément c'est pas intéressant. Mais forcément, il faut des pneus qui soient capables de tenir pour avoir des voitures performantes. Et surtout, ça pose aussi la question de l'aérodynamique actuelle, parce qu'on sait que quand on suit une voiture actuellement, les pneus prennent énormément dans la face et Surchauffe, ouais, ils ils surchauffent. Après, surchauffent. tout ça, c'est un juste milieu à trouver. Faut pas qu'il y ait des pneus qui se dégradent trop parce que sinon c'est n'importe quoi. Et si les pilotes peuvent plus attaquer, peuvent plus suivre, comme on a dit, comme on le voit. Faut pas non plus que les pneus tiennent trop ou soient trop performants, comme en 2005, on avait carrément supprimé les changements de pneus et ça avait donné des courses assez soporifiques. C'est un juste milieu à trouver de la FIA et de Pirelli. Mais clairement, là, on peut plus rester comme on est. Et on espère que les règles de 2021 vont changer beaucoup de choses à ce niveau-là, pas seulement sur les voitures, mais aussi sur les pneus. Et on parle même de remettre des caches devant les jantes. Donc on espère que tout ça, ça aidera à avoir des meilleurs pneus qui tiennent un peu plus longtemps en tout cas. Justement, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on verra d'ici les prochains Grands Prix, voire même les prochaines saisons, des stratégies plus osées, comme on a vu la semaine, justement ce week-end? Bah, ça dépend des situations de course, du rythme des pneus aussi. Mais et du risque à prendre, du risque qui peut en coûter aussi. Mais après, quand tu as des équipes comme Red Bull, Mercedes, même Ferrari, même s'ils sont moins performants ces dernières années en stratégie, je veux dire, s'il faut, ils le feront. Les stratégies osées, ça existera toujours, et heureusement. Mais de toute façon, pour avoir des stratégies osées, pour pouvoir se permettre de prendre des risques, il faut avoir tous les éléments en main. Il faut avoir des voitures performantes. Ça, pour l'instant, Red Bull et Mercedes les ont. Il faut surtout avoir des pneus dont on peut avoir le contrôle dessus. Et il faut avoir voilà, le contrôle sur ta course, ta voiture. Et à partir de ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir des stratégies ambitieuses. Si tu n'as pas confiance en tes pneus, que potentiellement tu peux avoir du graining, que ta voiture, tu sais pas si elle va avoir un peu de fiabilité ou non, est-ce qu'elle tiendra le rythme, forcément c'est compliqué pour un stratège d'aller faire des stratégies ambitieuses. Souvent, tu vas te contenter de couvrir la stratégie des autres. Exactement. Tout à fait. Bon, eh bien en tout cas, on espère voir des stratégies aussi bien que qu'on a vu dernièrement, enfin surtout avec ce Grand Prix incroyable en Hongrie. Du coup, on va terminer cette vidéo avec le dernier sujet, le hot lap, qui est consacré à Lewis Hamilton. Jusqu'où peut-il aller, que ce soit dans sa carrière, dans la saison En tout cas, on va en débattre.
Tout de suite, c'est le jingle. Lewis Hamilton, jusqu'où peut-il aller? C'est la question qu'on se pose après avoir remporté ce grand prix incroyable. Et oui, parce que je vous explique en fait. Voilà, Lewis Hamilton depuis le début de la saison, c'est 8 victoires sur 12 et 250 points à l'issue de cette saison. Et les records voilà, les records qu'il a dans son palmarès, justement. Jusqu'où peut-il aller? Je vais te lancer sur ce sujet. Allez, toi, t'es un Verstappen fan. Je vais te lancer sur le sujet, mon ami. Sofiane. Il peut aller très loin, vraiment. Déjà, on va penser au record de Schumacher et il a 10 victoires, il est à 2 titres, bientôt un de lui et vraiment il peut aller. Enfin, en fait, on sait pas, on sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter déjà, quand est-ce qu'il va prendre sa retraite. On sait pas en fait. Enfin, c'est incroyable. Il est incroyable. J'ai même pas les mots en fait. Et non, il va battre le record de. Il a battu le record de Paul. Il va battre le record de victoire. Il va. on s- il y a de grandes chances qu'il batte le record de titre de Schumacher. Et puis même, enfin, c'est aussi sa personnalité qui est marquante. Enfin, voilà, c'est un bon personnage pour la F1 et j'espère qu'il va continuer Oui. à nous faire Naël, plaisir. Même si, bon, c'est ton moment de Lewis Hamilton. Et oui, Clairement, les 8 sont, on est déjà face, je pense, à un des meilleurs pilotes de l'histoire. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. En fait, c'est un pilote qui a tout, en fait. Je veux dire, c'est un pilote qui sait gérer les courses, qui sait gérer quand il est en tête. C'est un pilote qui sait attaquer. Je veux dire, c'est un pilote qui est complet. Quand tu as un pilote comme ça dans ton écurie, t'es assez sûr et certain d'aller faire des belles choses. Et c'est un pilote qui est capable de grandes choses, qui a fait des choses incroyables. Et je pense il va s'arrêter. Je sais pas où il peut s'arrêter, mais en fait, il a tout pour continuer, en fait, parce que là, il est motivé par le record de Schumacher. Je pense que ça, il y aura pas trop de doute qu'il va aller le chercher. Et en fait, lui, c'est un pilote qui est motivé par la concurrence, hein. Et c'est vrai que là, il voit d'un bon œil en fait la concurrence avec Verstappen, parce que on se rappelle voilà la concurrence avec Rosberg notamment ou avec Alonso. C'est un pilote qui aime la concurrence et je pense que ça lui fait du bien d'avoir un pilote qui vient titiller. Et c'est dans ces moments-là qu'il est encore meilleur justement, qu'il se surpasse. Parce que là, la course qu'il fait hier, c'est juste incroyable de réussir à être comme ça dans les talons d'un Verstappen qui est en surconfiance. C'est assez fou et c'est juste vraiment un ovni en fait dans l'ère moderne. C'est un pilote de défi, Hamilton. Ouais, c'est ça. Et on espère qu'on en aura d'autres des pilotes comme lui. Verstappen est peut-être en train de prendre la même voie. Et voilà, c'est juste un pilote complet qui a plus rien à prouver et qui va, je pense, encore pour quelques années essayer d'aller titiller le haut. Et voilà, c'est un pilote qui est dans l'écurie qui lui correspond le mieux, euh, qui a trouvé une alchimie incroyable avec cette écurie qui est extrêmement professionnelle et qui a réussi depuis longtemps à développer la meilleure voiture. Et il a fait le bon choix, alors que tout le monde critiquait son choix d'aller chez Mercedes, il a fait le bon choix. Et il était au courant que Mercedes développait déjà sa voiture depuis longtemps. Et voilà, et depuis, forcément, quand tu as t'as la meilleure voiture, forcément, ça fonctionne quand t'es un pilote de cette classe. Et je pense que on verra dans les prochaines années, est-ce que, avec peut-être la concurrence des jeunes, notamment Leclerc, Verstappen, est-ce qu'il réussira à être encore champion du monde et aller chercher le record de Schumacher, mais pour l'instant c'est très impressionnant et je pense que sauf grosse erreur de sa part, il est parti pour aller chercher un 6e titre. et puis ce qui est avec Hamilton, c'est que désolé pour les fans de Vettel, mais il a une, enfin désolé, mais sur une saison, il a un moment où il est vraiment pas bien et tout le reste, il est incroyable. Enfin, c'est ça en fait. Alors que comparé à Vettel, il a des trous d'air. Enfin, comparé à, ses trous d'air, c'est moins conséquent que les autres. Et c'est ça en fait qui fait la différence avec Vettel pour moi. Ah, on se disait c'est un pilote de défi. Après,
on va dire, quand il arrive en F1, son but déjà c'était de gagner, de battre Alonso, puis d'être champion du monde. Puis après, il a battu Alonso. Son but c'était de rejoindre Senna, parce que c'était son idole. Il a rejoint Senna, il a égalé. C'est un des plus grands. Son but maintenant, c'est d'aller chercher Schumacher. Clairement, c'est ce qui le motive. Après, il y a aussi d'autres facteurs. Est-ce que Mercedes sera toujours la meilleure écurie du plateau ou juste l'une des meilleures écuries du plateau? Est-ce qu'il sera encore motivé jusqu'à quand? Parce qu'il a 33 ans aussi. Ça peut le saouler après, une fois par exemple qu'il ait battu les records de Schumacher. On verra Hamilton. Et juste un truc par rapport justement pour en venir à Bottas notamment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Hamilton, en fait, il a la mentalité F1 en fait, et c'est ce qu'on attend d'un pilote de F1, à savoir de l'ego, une envie d'aller conquérir dès le début de sa carrière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez Bottas et qu'on aurait envie de retrouver, qu'on retrouve énormément chez Verstappen, qu'on retrouve aussi chez Leclerc et qu'on retrouve potentiellement chez Ocon, cette envie d'aller toujours de l'avant, d'aller toujours gagner. Et un truc que Verstappen avait avant et a toujours, c'est cette envie d'aller gagner. Mais avant, il avait tellement cette envie de gagner qu'il commettait des erreurs et il a travaillé dessus. Et c'est ce qu'Hamilton a aussi, c'est cette envie d'aller gagner et de pas travailler Il est sur passé son par ce mental. stade-là aussi, Hamilton. C'est Ouais. très intéressant parce qu'entre son premier et son deuxième titre, il y a 6 ans où il n'est pas champion, mais il est passé aussi par ce stade-là, c'est-à-dire où il a dû faire des erreurs face à Button notamment. Une année, je crois, c'est en 2011, où il s'accroche très souvent avec Massa, il fait des conneries, il se sent pas bien. Puis depuis qu'il est passé chez Mercedes, depuis qu'il a gagné son deuxième titre, je veux dire, il n'y a rien à redire. Rosberg a dû faire une saison incroyable en 2016 pour l'empêcher d'être champion, mais sinon, il est quasi parfait. Bah, au final, c'est ce qu'on demande à un pilote de Formule 1, c'est de savoir être agressif, de vouloir aller chercher la victoire et d'attaquer, mais aussi de savoir se contrôler à certains moments, de savoir gérer sa course. Et c'est ce que tous les pilotes doivent rechercher et c'est ce que Hamilton a trouvé. Là, je vais vous lancer sur sa saison. Donc, tu disais 8 victoires sur 12. Il reste quoi? Il reste 9 grands prix. Est-ce que il y a moyen qu'il aille jusqu'à remporter, battre Sébastien Vettel au nombre de victoires de saison? Je crois que c'est 13. 13 le Il record. en avait 13 aussi, 13, en ouais. 2004. Oui, Il en avait fait exact. 13 en 2004, Vettel, je sais plus combien. Ah, mais c'était 13 aussi, je crois. Il a égalisé le record en 2013. Après, je pense il aime les C'est records, donc possible. il va aller le chercher, je pense, ce record. Enfin, il va en tout cas essayer d'aller le chercher. Mais on n'aimerait pas que la deuxième partie de saison se résume à une domination d'Hamilton. Je veux dire, on va espérer quand même que Verstappen soit capable de lui faire concurrence et pourquoi pas les Ferrari pour qu'on ait une deuxième partie de saison intéressante. Parce que pour l'instant, la première partie de saison, effectivement, on a eu un très bon Hamilton, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est à son habitude. Mais aussi, on a eu des Ferrari qui lui ont offert quand même pas mal de choses. Mais après, de toute façon, ce record-là, avec l'augmentation du nombre de grands prix, il tend à être battu. De toute façon. Bien sûr. Ce Et dès qu'on aura sera une voiture, intéressant. Ce sera intéressant d'ailleurs de parler dans la prochaine vidéo du nombre de courses à venir pour les prochaines saisons. Mais ça, ce Ouais. sera un autre sujet. on en parlait. J'aimerais bien aussi qu'on parle, si c'est possible, à l'avenir des circuits et de voir quel circuit serait bon à enlever parce que je pense que Ah, bien à sûr. l'heure actuelle, on parle beaucoup des voitures et de l'aéro pour 2021, mais aussi les circuits jouent beaucoup dans le plaisir qu'on prend à regarder et aussi de l'action qui se passe. Oui, oui, justement. Bon, ce n'est pas le sujet, mais bon, c'était une petite transition. Lewis Hamilton, donc il a 5 titres de champion du monde. Le 6e, vous le voyez pour le Mexique. Cette année. Ah, pour quand? Bah, il a combien? 60 points d'avance sur Bottas? Ouais. Oh, Ouais, on peut même imaginer, ouais, pour le Mexique, c'est même possible pour le. Je regarde les Grands Prix. Le Mexique? Ah, Ouais, le Mexique. Non, pour le Japon, je pense. Mais Pour le Japon, après- je pense même. Après, le le truc, c'est que si on aurait eu Verstappen qui était au niveau actuel dès le début de saison, peut-être qu'il y aurait pu avoir de la concurrence. Mais après, là, même si Verstappen se donne à fond et réussit de très belles choses la deuxième partie de saison, ça va être très compliqué de revenir sur Hamilton et on le voit déjà parti pour le 6e. Ah mais il reviendra pas Hamilton, enfin il est à 99,99999% déjà champion et Bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est les records qu'il pourra aller chercher.
va aller chercher le record de victoire. Ça, c'est une quasi-certitude. Sauf s'il arrive, je sais pas quoi. Il va aller chercher, je regarde, parce qu'il a une quinzaine de podium, il va aller chercher le record de podium. Il a le record de pôle. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bah, aller C'est juste battre énorme. Enfin, y a Michael rien à Schumacher dire. dans les futures années. Quand il Ouais, aura- pour aller chercher un Après, septième titre. après, ce qu'on peut parler aussi, c'est l'image qu'il va laisser parce que il aura pas remporté le titre avec Ferrari et c'est ça qui peut peut-être chez certains. Ouais, mais ce sera pas la légende de Ferrari, mais ce sera la légende Mercedes, Hamilton. Après, Oui, la légende Mercedes, mais bon, c'est enfin, un, bon, ouais. après c'est. Ouais, c'est un Mais gars d'avoir remporté des titres avec Ferrari pour être une légende. Prost, il a pas Non, remporté de bien titre sûr. avec Ferrari, c'est Ah une oui, oui, légende. mais Mais moi je pars aussi dans le. si tu regardes Vas-y. Hamilton, c'est une personnalité qui a fait énormément de débats tout au long de sa carrière et qui continue à faire débat. Euh, Personne n'est d'accord sur lui et beaucoup le critiquent, etc. Mais au final, tout le monde est d'accord pour dire qu'il laissera une trace indélébile dans la Formule 1, qu'il a réussi quand même à gagner avec parfois de la pression sur lui. On se rappelle qu'il avait avec Rosberg un très sérieux concurrent pour lui. Il a gagné face à des grands pilotes. Donc même si il n'a pas gagné chez Ferrari ou certains disent il a jamais gagné avec une voiture moins bonne, ça reste quand même une légende et je Ah pense oui, qu'on le oui, clairement. Comme lui, de toute façon. bien sûr. Et on verra quelle trace il aura laissé une fois que ce sera fini et ce qu'on se dira, est-ce qu'on le met au niveau des plus grands? Pour l'instant, on a du mal à le mettre au niveau des Schumacher ou des Senna, mais je pense que Il en est de pour moi, il en est de ouais, la même caste. Est-ce que bien c'est sûr. le plus grand? Je sais pas, c'est que c'est l'un des plus grands, ouais, c'est sûr. Et C'est sûr. on se le redira quand on verra les Leclerc, Verstappen se battre pour le titre. On se dira quand même Hamilton, il a fait des. Oui, c'est Le mec a gagné indéniable. aussi sur tous les circuits en plus. Et vraiment, c'est impressionnant. Il a battu tout le monde. C'est Alonso, une fois, il disait, c'est important d'avoir plusieurs titres pour dire, ouais, j'ai pas gagné qu'avec la meilleure des voitures. Hamilton, il a pas gagné qu'avec la meilleure des voitures. Hamilton, il a pas gagné que face à des coéquipiers faibles. Il a progressé tout au long de sa carrière, il progresse encore, donc franchement. Mais là, justement, là, ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez qu'avant 2021, donc la nouvelle réglementation, Hamilton, est-ce qu'il peut être cette fois champion du monde? Genre, est-ce que l'année prochaine, il peut être champion Bah, si tout se passe, Difficile à dire. c'est compliqué, mais si tout se passe bien, que Mercedes normalement devrait avoir encore une excellente voiture l'année prochaine. Après, tout va dépendre de la forme des Ferrari. On va aussi attendre le mercato, voir qui va où. Mais si les Ferrari n'arrivent pas à trouver la solution pour avoir une voiture aussi bonne que les Mercedes, effectivement, et que Ça dépendra de Vettel et Verstappen. voilà, Et ça voilà, dépendra enfin, moi, ça dépend de Honda et de comment. Enfin, et de la voiture et de la Ferrari 2020. Mais Bah oui. S'ils ont une enfin, voiture au niveau, ils pourront rivaliser. Et là, peut-être qu'il ne sera pas champion en 2020. S'ils n'ont pas une voiture au ouais, niveau, de mais toute façon. parce qu'on sait très bien que Mercedes, ils vont réussir leur voiture, donc. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on peut dire Lewis Hamilton est vraiment dans la catégorie des plus grands pilotes qu'on ait connus finalement. Top 10, top 5 même. ouais, Ouais, en il y plus, a un il débat. a traversé les époques, il a battu des grands coéquipiers. Je pense il y a pas trop de doute sur le fait qu'on est face à un des meilleurs de l'histoire, en tout cas, le palmarès. Ouais, surtout pour ceux qui ont commencé Je la vois pas, F1 il y a 10 ans. je vois pas Vas-y. un Prost ou même un Senna, je veux dire. Ouais. Ouais, c'est vrai Oui, que. Après, sur pour le moi. talent pur, par exemple, certains diront que, par exemple, Senna, voilà, a plus de caractère en piste, etc. Je suis d'accord. Mais au final, voilà, si tu regardes les plus grands, un Schumacher aussi, voilà, et Hamilton est de cette caste-là parce que il a tellement d'aura, tellement de fiabilité, de régularité que forcément, c'est un des plus grands. Bon, en tout cas, Lewis Hamilton, il est en tête du championnat avant ce Grand Prix de Spa, 250 points. Et puis, bah, de toute façon, je pense pas qu'il va y avoir énormément de suspense, hein. Vous en conviendrez, Lewis Hamilton sera champion du monde d'ici, allez, Grand Prix des États-Unis.
question, c'est de Normalement. savoir quand il sera champion du monde, en fait, c'est tout. Moi, Oui, je prends voilà, le c'est pari. le seul suspense, quoi. Moi, Le je prends les suspense, paris, c'est de ce sera, voir. ce sera au Grand Prix des États-Unis. Puis aussi, on a une deuxième course dans la course, c'est de voir qui finira deuxième et surtout comment va se passer la deuxième partie de saison. Est-ce qu'il aura un peu de concurrence ou il va rouler sur la Formule 1? Bon, eh bien, en tout cas, on suivra l'évolution de cette saison, cette fin de saison. Et puis, le 6e titre de Lewis Hamilton. Ben, du coup, bah, on a terminé, hein, tout simplement, cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Thomas, un plaisir. Ton Twitter. Ouais, appelez. Arrobas, c'était Bordeaux 33, et puis ça, c'était sympa encore, et puis on reviendra pour la mi-saison, Oui, pour tout le podcast simplement, il mi-saison. y a une prochaine vidéo. Bon, on va en parler juste après. Merci à toi, Sofiane, ton Twitter. Merci à vous aussi, c'était un beau moment. Mon Twitter, Ouais. The City Coon. Et bon, en tout cas, tu seras là pour la prochaine vidéo. Tu sais que tu es la bienvenue. Et ça fait plaisir que tu sois là d'ailleurs, en tant que Verstappen FC. Ouais, je serai à aucun problème. Et puis, Naël, ça fait super plaisir que tu sois là en tant que nouveau, ton Twitter. Mon tuteur, c'est Acrey de Thierry Dubois. Et bien, en tout cas, messieurs, j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos, surtout celles de la mi-saison. On reviendra sur les premiers Grands Prix de la saison, sur certains sujets, sur le mercato également, hein, parce que les places, vont être à prendre. Qu'est-ce que vous en Ils pensez? seront chers. Ouais. Ouais, les places seront chères. On en parlera, mais bon. Bon, eh bien, tout simplement. Eh bien, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour cette prochaine vidéo. On vous tiendra au courant sur Twitter. Et puis, sortez couverts. Bisous.